Le club. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce 5e épisode du podcast Le Club. 5e épisode un petit peu particulier puisque nous avons le retour de la première équipe du podcast. Je suis donc accompagné de Hélène. Bonjour. Salut Hélène. De Samuel. Bonjour. Et de Coralie. Bonjour. Bon, comment est-ce que vous allez ? Ça va. Bon, ça va, la forme. Ouais, la forme. Ouais. Ça va. Tôt le matin, Oui, mais bon. je vois des piles de bouquins devant vous. Comme d'habitude, on se retrouve du coup autour de cette table pour parler un petit peu de nos dernières découvertes, de nos derniers coups de cœur culturels. Donc on peut parler de tout, de littérature, de cinéma, de musique, de BD, de jeux vidéo, de jeux de société, et j'en passe. Est-ce que l'une d'entre vous a envie d'attaquer, de commencer par nous présenter quelque chose ? Eh ben, j'avais commencé la dernière fois, on va repartir. Eh ben c'est parti Coralie du coup. Alors en fait, du coup, je vais commencer par un documentaire que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'homme préhistorique est aussi une femme, en sous-titre Une histoire de l'invisibilité des femmes par Marilène Patou-Matis. Et en fait, c'est très intéressant et c'est pas que sur la femme préhistorique. D'accord. C'est vraiment sur toute comment la femme a été perçue au cours de l'histoire, donc de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et ça déconstruit aussi tous les pratiques scientifiques qui ont pu être faites sur la préhistoire. D'accord. Étant donné que ça a été fait majoritairement par des hommes, en fait, la construction du mythe Cro-Magnon et autres est vraiment genrée, du coup. Et ça montre que en fait, la place qu'on a donnée à la femme à la préhistoire, c'est vraiment une vision du XVIIe, XVIIIe siècle. Et c'est pas la vision c'est pas la réalité en fait des hommes préhistoriques. Les femmes avaient une beaucoup plus grande importance, une beaucoup plus grande part aussi, notamment aux guerres. Elles n'étaient pas juste au fond de la caverne à nourrir les nombreux enfants, sachant que elles ne pouvaient pas forcément en plus avoir de nombreux enfants. Donc, Et ça, ils ont réussi à le démontrer, vraiment ? Ouais. Alors en fait, il y a des études qui ont été refaites, des analyses qui ont été refaites, et nombreux corps qui ont pu être attribués à des enfants ou des jeunes mâles adolescents peuvent être des femmes. Notre corps a changé, notre corps a évolué. Donc les femmes étaient beaucoup plus robustes parce que forcément, elles n'avaient pas les mêmes conditions de vie que nous actuellement ou même au XVIIIe siècle. Donc forcément, elles avaient des carrures beaucoup plus masculines, entre guillemets, et ce qui a pu être confondu, et en plus par un prisme très masculin de la vision des choses, pour des hommes de Cro-Magnon. Et en fait, c'était des femmes. Il y avait aussi des femmes chefs de clan. Il y avait beaucoup plus de sociétés matriarcales que ce qu'on pourrait penser. C'est pas forcément les femmes qui allaient dans les autres clans pour avoir une mixité, mais les hommes qui venaient. Il y a plein de choses qui sont complètement déconstruites à l'aune des nouvelles recherches scientifiques, des nouvelles datations, de plein de choses. Et donc, c'est vraiment très intéressant de se pencher là-dessus. Et elle fait beaucoup de citations aussi, alors qu'ils ne sont pas piqués des hannetons. Franchement, il y a des gars, on aimerait bien les connaître aujourd'hui pour leur mettre quelques idées au clair. Mais ça aussi, ça montre aussi toute cette construction qui a été faite pour rabaisser la femme, quoi. Donc, je sais qu'on en parle beaucoup actuellement. Et c'est vrai que là, du coup, c'est un point de vue scientifique. Il y a énormément, il doit y avoir une 20aine de pages de notes. Donc, c'est très documenté, c'est très fourni, c'est vraiment très bien fait. Elle est préhistorienne, donc elle sait de quoi elle parle. Et c'était vraiment quelque chose de très intéressant, en tout cas, à lire pour moi, quoi. C'est pas que la préhistoire, c'est vraiment, comme dit le sous-titre, une histoire de l'invisibilité des femmes. Ok. Voilà. En plus, tu as répondu à ma question, mais j'ai vu aussi à l'arrière du bouquin que du coup, elle est chercheuse au CNRS. Ouais. Donc, c'est quand même un ouvrage qui se veut scientifique et documenté. Totalement, ouais. Et elle prend
on voit de quel côté elle se place, mais elle prend pas parti en fait. Elle positionne bien les différents éléments qui ont pu être faits. Elle recontextualise aussi effectivement les premières recherches, les premiers squelettes qui ont pu être trouvés. C'était pas hier, donc la société était différente. C'était, comme je disais tout à l'heure, majoritairement, exclusivement des hommes qui étaient des scientifiques. Les femmes n'y avaient pas forcément accès, donc forcément le prisme est différent. Les techniques, j'imagine, scientifiques étaient beaucoup moins développées, quoi. Tout à fait, les techniques ont évolué, la vision a évolué, et donc du coup c'est vrai que c'est intéressant à lire, quoi. Oui, si ça se trouve, au moment où ça a été découvert, on n'était pas en capacité de comprendre que c'était par exemple des squelettes féminins aujourd'hui avec plus d'outils et oui. Et puis en plus, il y a la société qui a évolué, qui a fait que le rôle de la place de la femme a évolué aussi. Donc les premières sociétés qui se sont sédentarisées et qui ont eu accès à l'agriculture et tout ça, en fait, elle dit que ce serait à partir de là que le rôle de la femme aurait été minimisé en fait. Donc parce qu'on commençait à avoir des possessions matérielles propres et du coup ça... Après je suis très réductrice dans mes explications parce que je ne maîtrise pas tous les côtés scientifiques, mais à la préhistoire la femme avait beaucoup plus d'importance que actuellement en fait. Ne serait-ce que déjà pour la fécondation, quoi, pour l'accouchement, pendant longtemps, c'était quelque chose, entre guillemets, de miraculeux, puisque les hommes et les femmes ne comprenaient pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Donc les femmes, quand on voit déjà, ne serait-ce que dans l'art pariétal, toutes les sculptures de femmes et tout ça, c'est vrai que c'est important. Et elle en parle aussi, d'ailleurs, dans l'art pariétal, c'est beaucoup aussi des femmes qui créent. Qui peignaient, en fait. Donc que ça peut être des hommes qui, par exemple, montraient des mammouths ou des tigres à dents de sable parce qu'ils les avaient combattus. En fait, il y avait des femmes aussi qui les représentaient parce qu'elles les avaient combattus aussi. Ok, super. Voilà. Intéressant. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou Là, je vous prends au dépourvu. C'est vraiment spécifique aussi comme sujet. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a un livre là, qui est sorti il n'y a pas longtemps de Titiou, et je ne vais pas me rappeler son nom de famille. Oui. Sur aussi, Titiou Lecoq. Qui sur l'invisibilité des femmes de l'histoire, en fait. Pareil, de manière générale. Je ne l'ai pas encore lu. On ne l'a pas encore à la bibliothèque. Mais ça rejoint aussi un peu cette thématique-là de... Peut-être aussi pourquoi elle donne l'exemple des femmes écrivains. Qui en fait, comme le genre du roman était quelque chose un petit peu de... C'était un sous-art pendant très longtemps. En fait, il y avait beaucoup de femmes. C'était presque la mixité en fait sur les auteurs. Et à partir du moment où il y a eu des grands succès en roman et aussi des grands auteurs romans, en fait, ça s'est très masculinisé. Et les autrices, en fait, ont été un peu mises aux oubliettes. Et en fait, on ne connaît plus forcément ces autrices-là dans l'histoire. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que... C'était pareil pour les arts en général. La peinture, par exemple, les beaux-arts, les scènes historiques ou religieuses étaient interdites aux femmes. Et elles étaient cantonnées aux fleurs ou aux scènes familiales, quotidiennes et tout ça. Et du coup, c'est vrai qu'on les méconnaît aussi parce que dans les musées, il y a une surreprésentation de tableaux d'hommes. Alors, il y a une surreprésentation de femmes, par contre, mais dans les peintures. Souvent dévêtues. Et souvent nues. C'est ça. Donc, les femmes ont leur place dans les musées, mais pas forcément là où on voudrait qu'elles soient. Ok. Et donc, sinon, en fait, je voulais juste du coup rebondir en fait, sur ce sujet-là. Je sais que Samuel l'a lu aussi et on a bien aimé. On est tout à fait dans le même genre, en fait, dans la même thématique. Ça s'appelle les couilles sur la table. Et en fait, c'est tiré d'un podcast de Victoire Tuaillon que j'ai pas mal écouté aussi. Et en fait, ça parle de féminisme à travers les hommes, en fait. Donc, ça parle de masculinité pour défendre le féminisme, en fait. Et que effectivement, donc les femmes, on manque de droits, tout ça. Et elle parle aussi des injonctions qui sont faites aux hommes et qui en fait alimentent ce féminisme, cette
cet antiféminisme. Enfin, ça montre aussi que comment les injonctions, etc., alimentent tout ce qui est société patriarcale et comment aussi les hommes sont, entre guillemets, soumis à ces choses-là, comment dire, ils ont des contraintes aussi qui font que ça alimente, qu'ils ne se rendent pas compte non plus que ils ont une pression, c'est ça, qui leur est appliquée. Des malgré grands tout, en fait, il faut qu'ils soient forts. Ce genre quand de ils choses, sont petits, par exemple, tu pleureras pas parce que tu es un garçon. Ou fais pas ta fillette, ce genre de choses. Voilà, et qu'au final, ils sont aussi dans une matrice qui est dure aussi à accepter. Et elle essaye justement de montrer ces ficelles-là pour essayer justement de les comprendre et peut-être aussi de... Il y a du bruit. De les atténuer ou de passer à autre chose, peut-être quelque chose qui n'existe pas encore, mais essayer de comprendre pour, j'aime pas le mot déconstruire parce que c'est pas forcément ça, mais pour évoluer vers quelque chose de différent dans lequel les êtres humains seraient peut-être un peu plus égaux. Oui, parce que de toute façon, si les discriminations des uns font celles aussi des autres, et voilà, je pense que de toute façon, elle le montre bien que on est tous concernés par ce mouvement et par cette lutte et que les injonctions des uns qui asservissent les unes les autres, c'est vraiment bien fait aussi. Le podcast est très bien aussi. Et vraiment le livre en plus est bien fait parce que c'est des chapitres vraiment qui reprennent le podcast, donc il y a aussi les personnes qu'elle a interviewées pendant le podcast qui sont repris, puis c'est abordable, c'est plutôt bien fait, quoi. C'est surtout ça. Moi je connais 2 noms mais j'ai pas beaucoup écouté. Par contre Alexis, je t'en ai déjà parlé, moi je connais la chaîne d'un gars qui s'appelle Ben Never. Ça fait un petit moment qu'il est et maintenant il commence à sortir, il est aussi sur France Télé, il a pas mal de petits programmes courts. Et c'est exactement pareil en fait. Lui, il vient de sortir un livre qui s'appelle Viril, où il se pose la question. Et lui, il dit que toute son enfance, c'est quelqu'un qui a été hyper sensible et qui aussi a eu un retard de croissance. Donc c'était plutôt un gars fluet. Et il s'est jamais retrouvé en fait dans tous les schémas qu'on lui proposait. Et au final, maintenant qu'il est plus grand, il se rend compte que tous ses potes sont aussi concernés. Même s'ils sont grands et baraqués, ils ont des complexes, ils ne se sentent pas forcément à l'aise. Et donc, du coup, c'est des tables rondes assez ouvertes pour faire parler tout le monde et montrer qu'il y a des tas de façons d'être un homme et pour le coup une femme aussi. Et ça a pas mal d'écho, en fait. Et, il explique qu'en fait, il y a pas mal de gens qui lui envoient des messages ou souvent même des couples le regardent ensemble et ça ouvre la discussion en fait en disant « Ah, mais oui, mais moi aussi ». Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ces discours-là et c'est vraiment c'est chouette. Ça me fait penser à une BD aussi qu'on a en rayon qui s'appelle Pénis de table. Et on est dans la thématique, c'est bon, de Cookie Calcaire. Et en fait, il s'est regroupé avec un groupe d'amis et en fait, ils ont parlé sexualité. Donc, c'est pas forcément un thème qu'on parle facilement. Et du coup, ils ont abordé différentes choses parce qu'ils sont tous dans des situations très différentes. Et du coup, ils ont juste ils ont enlevé leur filtre et ils ont discuté sans jugement en fait autour de cette thématique-là. Et c'est assez drôle pour le coup. Et ça permet aussi d'ouvrir la parole sur certaines pratiques, sur certaines choses et justement enlever le jugement qu'on peut avoir sur certaines choses. Pareil, d'enlever toute cette injonction c'est ça, exactement, à la normalité, la performance. La performance, c'est ça. C'est vrai que souvent, dans tous ces podcasts, il y a souvent ce thème de la première fois des relations de couple qui reviennent et la plupart disent mais en fait, ça n'a rien à voir avec les films ou le porno. Et du coup, ça, je pense que notamment pour les plus jeunes, je pense que ça fait du bien d'avoir ces discours-là et un peu qui se rapprochent un peu plus de ce qu'on peut tous vivre au quotidien. Ouais. Trop bien. En plus, tu as fait la transition parfaite parce que quand vous parliez de ça, je me disais « Ah tiens, je vais poser la question à Hélène sur Ben Never parce que je sais que tu m'en parles assez régulièrement. » Et donc, trop bien, ouais. D'autres petites choses à aborder peut-être On change un peu de sujet. Moi, j'ai amené une BD de Magali Lehuche et je suis très contente parce que hier, elle a eu le prix de la pépite de la BD de l'année à Montreuil. Super. Ça s'appelle Nowhere Girl. Du coup, Magali Lehuche, on la connaît en jeunesse parce qu'elle est illustratrice. Donc, moi, je la connaissais surtout pour ses albums jeunesse. Et donc là, c'est une BD autobiographique. Et donc, elle parle de sa préadolescence. Et alors, elle rentre en 6e. Et ça commence son histoire, elle va développer une phobie scolaire en fait, donc elle explique un peu tout ça, sa vie parisienne et puis voilà ce malaise qu'elle va ressentir et surtout ce grand changement qui va être sa découverte des Beatles et elle va tomber en amour, elle va tomber red dingue des Beatles et donc ça s'étale du coup de tout son collège à peu près
Et déjà, d'une, on se retrouve assez bien dans tout ce que c'est une enfance des années 90 avec Patrick Bruel et les garçons. Enfin, c'est assez sympa. Et au niveau illustration, ce qui est très chouette, c'est que quand elle est seule dans sa chambre, on a des images plutôt en noir et blanc, plutôt simples. Et dès qu'elle rentre, dès qu'elle écoute les Beatles, là, ça part dans toutes les couleurs, ça devient psychédélique. Et j'ai trouvé ça très chouette. Ah oui, c'est sympa, effectivement. L'illustration est sympa. Et puis tout ci, c'est pareil. Encore une fois, on revient sur cette peur de grandir, les injonctions qu'on peut avoir, comment on se dépatouille quand on arrive au collège. Et c'est vraiment très chouette. Donc une bonne découverte. Moi, je l'ai emprunté sous tes conseils. Je ne l'ai pas encore terminé. En fait, je l'ai commencé il y a peu de temps, mais ça me parle pas mal parce que moi, dans mon adolescence, je me suis pas mal construit autour de la musique des Beatles. C'est vraiment le groupe de mon adolescence et c'est encore un groupe qui m'accompagne au quotidien. Et du coup, il y a pas mal de choses qui me parlent dans la BD, etc. Et effectivement, je trouve que graphiquement, c'est assez bien foutu, ces transitions entre les phases où elle est baignée dans l'univers des Beatles et là c'est plus coloré, un peu en mode Yellow Submarine presque. Et sa vie quotidienne qui est effectivement en noir et blanc, c'est plutôt chouette. Et comme ça va me donner l'occasion aussi de recommander un album des Beatles. Parce que souvent, quand on parle des Beatles, on parle assez régulièrement des mêmes albums. À moins que d'autres avaient des choses à dire sur la BD. Vas-y, enchaîne. Non, mais c'est exactement. Enfin, c'est rigolo parce que donc justement dans son livre, elle veut convaincre tout le monde et elle dit mais vous connaissez que les best-of des Beatles, qui est mon cas. Moi, je connais que voilà. Ouais. Et elle explique parce que tu vas dire que pour elle, chaque album est vraiment construit de A à Z et qu'il faut les écouter en entier. Exactement. Moi, c'est ça que j'adore en fait avec les Beatles, c'est que chaque album a vraiment une cohérence. Et surtout dans la deuxième moitié de leur carrière, en gros la deuxième moitié des années 60. Donc en gros entre 65, 66 et 69. Et il y a notamment moi un album qui m'a changé la vie carrément, c'est l'album Revolver, qui est assez rarement cité par le grand public. Souvent le grand public cite Abbey Road, le White Album ou Sgt Pepper. En gros c'est un peu les trois classiques qu'on cite le plus souvent. Alors parmi les fans, Revolver c'est un album qui est assez apprécié, mais pas forcément le plus cité en permanence. Et pour moi, c'est l'album en fait de la transition, c'est-à-dire qu'au début des années 60, les Beatles, c'est vraiment un groupe hyper pop, grand public, pop rock, on va dire. Ouais. Et à partir de Rubber Soul, si je me souviens bien, ils commencent à enclencher une transition vers quelque chose d'un peu plus psychédélique en quelque sorte. Alors c'est lié aussi à un mode de vie qui a évolué. Oui, c'est ça, c'est les années aussi. Différentes consommations, des voyages en Inde, etc. Et Revolver, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est le véritable album de la transition. C'est là qu'ils expérimentent le plus. C'est un album qui est assez magique. Et notamment, on a les membres les moins visibles du groupe, George Harrison notamment, qui est un peu plus présent, alors qu'il était vraiment plus effacé par le passé. C'était vraiment McCartney et Lennon qui étaient en tête d'affiche. Et là, George Harrison, il arrive avec des influences, et notamment de musique asiatique, de musique indienne particulièrement, du sitar, etc. Enfin, c'est vraiment un album que je trouve exceptionnel, que j'ai envie que les gens découvrent. Bah écoute, justement, tu t'éveilles ma curiosité et je me dis qu'il faudrait que je me mette à jour un peu. Et ne serait-ce que la pochette, en fait, moi c'est ça aussi que j'aime avec les Beatles, c'est que quand on parle de la cohérence de chaque album, ça va jusqu'au détail de la pochette. La pochette, c'est clair. Et Revolver, c'est un album où toute la cover, c'est des collages en fait. Chose qu'ils ont pas mal gardé par la suite, notamment avec Sgt Pepper aussi, où c'est un collage de plein de personnalités. Mais même esthétiquement, c'est ma cover préférée. C'est en noir et blanc avec leur visage. Enfin, c'est top. Je vous recommande. Et ça me fait plaisir d'avoir l'occasion du coup de parler des Beatles. Moi, j'étais plus les Doors, mais après, je crois que c'est peut-être une question de génération. Je sais pas. Après, j'adore les Doors aussi. Hein. C'est juste que vraiment les Beatles, ça a été une claque en fait dans mon adolescence et ça passe pas. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un mois où je relance pas un album des Beatles. C'est classique. Ça porte bien son nom. Oui, ça reste les petites Madeleine. Ouais, c'est cette Samuel cover. Nous montre la couverture. Je la trouve trop belle. Mais effectivement, j'ai dans mon entourage des gens qui adorent les Beatles et qui, pareil, ont le même discours en disant qu'à chaque fois, tu peux réécouter et puis te replonger, trouver d'autres choses. Et
Et c'est surtout se dire à quel point ils ont été prolifiques, parce que c'est un groupe qui, dans la durée, n'a pas duré tellement de temps que ça. On parle de moins de 10 ans, en fait, de durée de vie. Et qui ont sorti 10-12 albums à peu près. J'ai plus tout en tête. Je ne saurais pas dire non plus. Et en soi, c'est tous des classiques, quoi. Et tout le monde connaît au moins une dizaine de musiques des Beatles. Même les plus jeunes générations, sans mettre le nom Beatles sur le titre d'une musique, ne serait-ce qu'en les entendant dans des publicités, des films, etc. Et particulièrement actuel, en fait. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'il y a des groupes, je trouve, qu'en les écoutant, on peut se dire « Ah, bah, c'est un petit peu daté, etc. » Je trouve que ça vieillit pas. Moi, quand j'écoute, par exemple, un groupe actuel que j'adore qui s'appelle Tame Impala, par moment, je me dis « Mais c'est obligé, les gars, ils ont écouté Revolver et Sgt Pepper. » Je pense que ça a nourri de nombreux groupes, en tout cas, ont été nourris par les Beatles, influencés par les Beatles. Moi, ce que j'aime bien aussi avec ce groupe, c'est que c'est vraiment international, quoi. Ouais, c'est clair. Tout le monde connaît les Beatles partout dans le monde, a des références avec les Beatles. C'est vraiment quelque chose qui fédère énormément. D'ailleurs, il y avait eu un scandale à l'époque quand John Lennon avait dit que les Beatles étaient plus connus que Jésus-Christ à travers le monde. Et donc, il y a des croyants, des fidèles qui avaient brûlé leurs albums aux quatre coins de la planète. Scandale incroyable. Mais voilà, génial. Je peux continuer sur vas-y. Qui n'a rien à voir. Ouais, carrément. C'est une série de mangas que j'ai lue il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto et que j'ai vraiment bien accroché. J'en entendais beaucoup parler, mais je me suis dit juste le titre me tentait pas trop. Et je me suis lancée et en fait on suit l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a eu une histoire particulière. Avant même qu'il soit né, quand il était dans le ventre de sa mère, son père policier a été arrêté et accusé d'avoir assassiné un groupe d'enfants, en fait. Et du coup, sa famille, quand lui, il est né, et son frère et sa sœur, quand ils étaient enfants, en fait, ils ont été harcelés, etc. Ils avaient beau changer d'identité, ils étaient sans arrêt harcelés, etc., tout le long de leur enfance. Et arrivé à 20 ans, lui va devenir père et sa femme lui dit retourne peut-être dans la ville où ça s'est passé, essaye de découvrir ce qui s'est passé, t'as jamais rencontré ton père, essaye de savoir un petit peu, ça se trouve il est innocent parce que depuis toutes ces années-là, il clame son innocence. Et il retourne dans cette ville et au moment où il y arrive, il y a une sorte de brouillard et brouillard magique qui fait qu'il se retrouve à l'époque où les événements sont arrivés. Il arrive quelques mois avant les événements. Et lui, il a un journal avec toutes les coupures de presse, etc. de l'époque, avec tout ce qui va arriver, tous les événements annonciateurs de cette catastrophe. Et il va essayer d'influer un peu sur les événements pour voir d'ailleurs si son père est vraiment coupable et au fur et à mesure voir est-ce que ça s'est passé, est-ce que ça s'est pas passé, etc. Essayer de sauver en fait les enfants aussi qui vont être assassinés. Sauf qu'il joue sur les événements et à un moment il retourne dans le présent. Et tout ce qu'il a pu faire, son présent n'est plus le même qu'avant. Tout a changé. Donc lui essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, de redécouvrir son présent, qui n'est plus du tout le même. Et je ne vous dis pas tout, parce qu'après, il repasse des choses un petit peu magiques. Mais il y a une tension palpable. C'est très bien écrit. Et j'ai hâte, là j'ai lu jusqu'au tome 8 et j'ai hâte de découvrir la fin. La fin du 8 est assez... C'est une série terminée je crois que il me semble que c'est terminé au Japon et ça va pas trop tarder les derniers tomes. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment bien accroché. Là, la tension à la fin du 8, elle est horrible. Et ça m'a fait penser à Erased un petit peu dans la mécanique de retour dans le passé pour essayer de sauver soit amis, soit les enfants qui... malheureux enfants, ouais. Dans le manga, de manière générale, le voyage dans le temps, c'est quand même une thématique qui est assez récurrente dans le cinéma japonais, etc. Alors, on retrouve ça un petit peu partout, aux États-Unis aussi. Mais en fait, on retrouve ça au Japon principalement depuis Hiroshima. En fait, on sent que les Japonais ont comme envie de réécrire l'histoire et c'est une thématique qui revient hyper souvent. Moi, quand tu parlais de voyage dans le temps et de manga, ça m'a fait penser à deux mangas que j'ai adorés. Un premier qui s'appelle All You Need Is Kill. Oui. Le grand public ne connaît pas le manga, mais souvent les gens connaissent le film, c'est ça. L'adaptation. Les Américains, on en fait un film qui s'appelle Edge of Tomorrow avec Tom Cruise.
Le titre me dit quelque chose, mais non, je ne l'ai pas vu. Où en fait, on va suivre, de mémoire, c'est un cadre de l'armée qui va se retrouver sur le front alors qu'il n'aurait pas dû s'y retrouver en guise de punition pour je ne sais plus quoi. J'ai lu ça il y a assez longtemps. Aussi, ouais. Et pour faire face à une attaque extraterrestre. Et au moment de tuer un extraterrestre, visiblement, il y a on ne sait pas si c'est le sang ou un liquide qui lui tombe dessus et qui fait que il va revivre en boucle la même journée. Ouais. D'accord. Et donc petit à petit, il va essayer de comprendre comment contrer cette attaque, malgré le fait que normalement les hommes n'ont aucune chance face aux extraterrestres. Très très bien. Oui, en 2 tomes. Le manga est très chouette et l'adaptation aussi. J'ai pas vu le film pour le coup. Franchement, j'ai plutôt tendance à recommander. Moi, j'avais été inquiet à l'époque parce que quand j'ai vu adaptation américaine d'un manga, généralement ça fait peur. Et là, c'est plutôt réussi. Et le deuxième manga que ça m'a évoqué, alors on n'est plus du tout dans le même registre et c'est un classique absolu, c'est un manga qui s'appelle Quartier lointain de Taniguchi. Taniguchi, ouais. Et généralement, les gens connaissent. Oui, c'est le cas. Moi, je suis pas très manga, mais je les connais aussi. Moi, par exemple, en médiathèque, c'est le manga que je recommande à des adultes à chaque fois qui ont envie de découvrir le manga, qui connaissent pas du tout, et c'est une parfaite porte d'entrée. Et là, absolument délicieux ce manga. En fait, on va suivre un adulte qui, un jour, en rentrant chez lui, en prenant le train, va s'endormir. Je sais plus, c'est un train ou un métro, peu importe. Et à son réveil, il se réveille dans son corps d'adolescent. Et il va revivre son adolescence, mais avec l'expérience qu'il a acquis à l'âge adulte et ses souvenirs, etc. Donc, je pense qu'on s'est tous posé la question si on retournait quelques années en arrière, qu'est-ce qu'on changerait, comment est-ce qu'on le vivrait, etc. Et là, c'est admirablement bien écrit, c'est très court, c'est 2 tomes. Je crois même qu'il y a une réédition là, en tome unique qui est toute neuve et qui vaut clairement le détour. Sympa. Bon, faudra nous pardonner pour les petites nuisances sonores. Oui. On ne sait pas trop si ça s'entendra. Je pense qu'un petit peu en fond. On fera en sorte d'un peu corriger ça, mais à mon avis, ça s'entendra peut-être un peu derrière. Les petits grincements, oui, effectivement. Il y a de la vie à la quelques médiathèque. petits chariots qui couinent. C'est ça. Vous parlez du Japon. Moi, il y a un film dont je t'ai parlé hier qui m'a bien plu, qui s'appelle Tokyo Shaking. Il est sorti l'année dernière. J'ai l'impression qu'il est un peu passé inaperçu, mais moi, j'ai bien aimé. Du coup, c'est avec Karine Viard. Et donc, effectivement, elle est cadre dans une énorme assurance, dans une grosse tour à Tokyo, au Japon. Et donc, ça se passe au moment, justement, de la catastrophe, le tsunami. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que moi, je me souviens, à l'époque, quand c'est arrivé, moi, j'ai vu ça de loin. Effectivement, c'était impressionnant, mais on ne l'a pas vécu au cœur. Et donc là, ça se passe vraiment là-bas. Donc c'est la gestion de la crise. Elle est cadre, elle a plein de gens sous ses ordres. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'en va ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce que le nuage va nous atteindre ? On est aussi dans l'univers de tous les expatriés, puisque tous ses amis français viennent de grandes multinationales. Donc on voit un peu l'ambiance de vivre comme ça, d'avoir des gens qui ont un gros pouvoir d'achat, qui ont des employés, tout ça. Et on voit aussi pas mal la culture japonaise. C'est intéressant de voir eux, quelle est leur réaction, le côté aussi très ordonné aussi, on respecte les hiérarchies. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé ce film qui, du coup, est disponible sur la médiathèque numérique. Donc, ça peut être une bonne découverte. C'est Karine Viard déjà en plus. Enfin, je ne l'ai pas vue, mais j'adore Karine Viard. Moi, clairement, je l'ai ajouté à la liste des films que j'ai envie de voir. Tu as réussi à bien me le vendre ces derniers jours déjà. Et ouais, ça fait assez envie. Quand tu parles de Fukushima, ça me fait penser à une BD que j'ai lue aussi de Bertrand Gallic, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et en fait, il reprend, c'est de l'intérieur, avec justement le cadre qui gérait la centrale. D'accord. Et en fait, tu suis les événements au fur et à mesure de que ça arrive, etc. Des décisions qui ont dû être prises et la difficulté justement à prendre ces décisions parce que ils attendent les ordres du dessus, du gouvernement, etc. Et eux, ils voient que sur place, y a des gens qui prennent des risques et tu vois toute cette tension et qu'est-ce qui a pu se passer de l'intérieur aussi de la centrale pendant ces événements-là. Et c'est bien retracé, etc. Et tu suis vraiment là les gens qui étaient au cœur du truc. Il y a la série Tchernobyl aussi qu'on a à la médiathèque qui est vraiment bien faite aussi sur Tchernobyl en fait. Et voilà, les gens qui travaillent dans la centrale et qui ne peuvent pas s'imaginer que ça puisse arriver. Et après, tout le travail avec en plus le gouvernement russe qui veut absolument taire la situation et tout ça. Et ensuite, le procès qui a pu être fait en Russie sur
pour trouver des responsables en fait, parce que là du coup, voilà. Et en même temps, à côté de ça, il y a la petite histoire avec les gens qui habitent à côté, les personnes qui ont été touchées. Et c'est plutôt, elle est assez dure parce que déjà ne serait-ce que sur les attaques physiques que l'explosion a pu faire sur les gens qui habitent autour et tout ça. Voilà, c'est assez, ça peut paraître assez violent des fois. Mais je trouve que du point de vue aussi politique et tout ça, c'est une série qui est vraiment bien faite, quoi. Donc, on l'a à la médiathèque, il me semble, et sur la même thématique, elle est bien faite aussi, ouais. Dans le film, il y a ça aussi, pareil, toutes ces prises de décision. Et donc là, ils ont tous les messages de leurs ambassades. Effectivement, au début, on leur dit pas de souci, on écoute le gouvernement japonais, il nous dit que tout est OK. Puis au fur et à mesure, ah non, nous on part, ah bon, les Italiens partent, nous qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est assez intéressant et ça éclaire aussi sur plein de situations actuelles. Là, je crois que c'est en Éthiopie en ce moment qu'il y a pas mal de conflits. Et j'entendais que la France affrêtait un avion pour rapatrier des personnes. On l'a vu aussi au moment du Covid, c'était est-ce qu'on évacue, on n'évacue pas? Donc, c'est intéressant, même aussi avec un tout petit peu de recul qu'on a, nous, de se rappeler les faits et de voir effectivement toute la chaîne de décision que ça demande. Moi, c'est sur YouTube, j'aime bien les vidéos quasi documentaires de gens qui vont visiter aujourd'hui ces zones sinistrées en quelque sorte. Je trouve ça assez fascinant et notamment, je crois que c'est... Tev de la chaîne Ici Japon qui avait fait une visite, entre guillemets, c'est pas vraiment une visite quoi, mais il était allé à Fukushima quoi, pour montrer ce qu'il en reste aujourd'hui, évaluer les niveaux de radiation, etc. Enfin, c'est assez à la fois terrifiant et fascinant en même temps. Il y a une espèce de curiosité morbide en fait autour de ça qui... Moi, je sais que quand je vois passer ce genre de vidéo, je peux rarement m'empêcher de cliquer. J'ai trop envie de voir comment c'est. J'adore les lieux abandonnés, etc. Donc forcément, alors c'est clair. On a un livre en art là, de photographie de lieux abandonnés, en fait. Ah, oui. Et c'est vrai que c'est un peu tendance aussi chez les photographes d'aller photographier des lieux plus ou moins anciens qui ont été abandonnés avec souvent la nature qui reprend ses droits. Et elle a bien raison. Les ruines, en fait, à quel niveau elles sont, de la pierre, du béton et tout ça. Et il est vraiment bien fait, il est vraiment très beau. J'ai plus le titre en tête, je te le redonnerai. Ça doit être Urbex ou quelque chose. Le titre, c'est lieux abandonnés, je crois. Ah, oui. Voilà. Mais après, voilà, c'est vraiment... Il y a des très belles photos à l'intérieur, quoi. Ah, et moi alors, je suis pas pratiquant, mais par contre, j'adore regarder des photos et des vidéos. Et notamment, celle que je préfère en vidéo, c'est celle de la chaîne dont je parlais, là, Ici Japon. Et le gars, il va notamment visiter des lieux abandonnés au Japon. Pourquoi au Japon? Déjà parce qu'il est sur place, mais c'est aussi que là-bas, en fait, il y a une énorme concentration de population dans les métropoles. Oui. Et étant donné que le taux de natalité est hyper faible, les deux leviers étant ce qu'ils sont, les campagnes sont en train de se déserter. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des villes complètes à la campagne au Japon qui sont vides. Il n'y a plus rien et c'est très souvent laissé en l'état. Et du coup, lui, il va visiter ça. Sans rien casser, il essaye de rentrer dans les maisons, etc. Et c'est assez fou de voir que les gens sont partis en laissant tout sur place. Oui, c'est ça, ils abandonnent. Après, ça doit être intéressant à voir parce que, étant donné qu'il y a pas mal de maisons en papier, entre guillemets, ça doit être intéressant de voir la dégradation, en fait. Et ce que j'adore, c'est que des fois, il fait aussi des hôtels, du coup. Oui. Donc ça, c'est génial, notamment quand c'est des gros hôtels. Et les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions abandonnés, c'est... Ah, mais ça, c'est magnifique, je trouve. Moi, j'aime pas les parcs d'attractions, j'aime pas les manèges et tout ça, mais les parcs d'attractions abandonnés, je trouve que c'est d'une poésie, en fait, ce qui est vraiment... Je trouve que c'est magnifique, quoi. Il y avait aussi un photographe qui avait fait une série de photos il y a quelques années sur les anciens parcs olympiques qui sont abandonnés. J'ai plus du tout en tête il y a, par exemple, ne serait-ce qu'en France, à Albertville, quand il y a eu les Jeux olympiques, il y a des structures actuellement, notamment je crois que c'est la rampe de saut à ski qui est complètement abandonnée en fait. C'est des bâtiments très graphiques.
C'est clair. Moi, j'avoue que des fois, ça peut mettre un peu mal à l'aise, surtout quand c'est des lieux comme Tchernobyl ou des lieux où il y a eu des meurtres qui ont vraiment une histoire forte. Mais après, sinon, j'aime bien aussi le côté poétique. Et puisque tu rappelles aussi, c'est que en général, ces photographes, vraiment, ils ne touchent à rien, il n'y a pas de dégradation. C'est ça. C'est juste, effectivement, la poésie ou les témoignages. Parce que des fois, tu vois, effectivement, c'est bluffant de voir qu'il reste encore plein de choses. Il reste des meubles, il reste des photos et de jouer un peu à s'imaginer ce que peut être la vie des gens. Ouais, ça peut être assez chouette. Ouais, moi, souvent, c'est les petits détails que je vais bien aimer, notamment dans les hôtels. Tu vois, ils vont ressortir des vieux magazines qui ont 30 ans et qui sont restés là. Ça, et ça permet aussi de comprendre une époque. Là, par exemple, au Japon, ce qui est assez drôle, c'est que souvent, au niveau du guichet, ils retrouvent régulièrement des tas de magazines. Et c'est des magazines pornographiques qui étaient là pour distribuer à ceux qui voulaient se faire plaisir dans leur chambre et tout. Et en fait, aujourd'hui, nous, en plus, avec notre regard... de français, etc. Ça nous paraît complètement dingue. Mais voilà, dans les années 90, au Japon, c'était comme ça. Et trop drôle. Enfin, moi, à chaque fois, c'est un régal de découvrir tout ça, quoi. Et on a 2 livres sur l'urbex. Alors, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Je cherchais le terme. Et en fait, c'est un auteur de bande dessinée qui aime bien en faire. Du coup, c'est de l'exploration urbaine, on va dire. Et il va parfois dans des vieux manoirs ou des vieilles usines, pareil, pour découvrir. Et comme tu dis, en fait, il touche à rien. Lui, il prend des photos et il dessine sur place aussi. Et sur chaque lieu, il essaye de reconstituer un peu l'histoire de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrêté. Et il donne aussi quelques indices pour pouvoir y aller. Donc, par exemple, la difficulté d'y aller, s'il faut grimper, etc. Donc, lui donne des petits conseils aussi sur la pratique. Et il donne des petits indices pour pouvoir aussi, si on a envie, s'y rendre, en fait. Et j'aime bien son mélange, dessin, lui, son interprétation du lieu, et aussi photo qu'il arrive à faire sur place. Timothy Annan, du coup. Ou Annan, je ne sais pas comment. Annan. Oui, et puis certains font vraiment aussi, des enquêtes pour du coup retrouver l'histoire des bâtiments, essayer de savoir un peu plus. Donc, Et j'en ai lu un sur les 2 qu'on a, et il y a un sur la France plutôt, donc sur des châteaux, ce genre de choses, et sur l'Europe aussi. Donc si on aime voyager et faire... Et ce que je trouve passionnant, alors ça, il le partage assez rarement, parce que le but, c'est de garder ces lieux méconnus, justement, pour pas que les gens aillent les piller, les saccager, les modifier, etc. Mais ce que je trouve passionnant, c'est le processus, c'est comment ils font pour découvrir ces lieux. C'est des réseaux. En fait, il y a pas mal de... Alors, je sais pas si c'est des sites ou des blogs, mais en tout cas, certains échangent entre eux. Et par exemple, ils se disent, moi, je connais ce lieu, donc je te donne le lieu, mais en échange, toi, tu vas me donner un autre. Ouais. Et en fait, c'est toute une communauté qui... ça, il l'explique en fait dans son livre, par exemple, il allait dans un lieu parce que c'est une connaissance de connaissance qui lui a dit que... Il y a vraiment cet esprit communauté aussi sur place. Et comme je dis, en fait, il donne des indices, mais il ne va jamais donner le lieu exact. Ouais. Donc il va dire, c'est dans ces environs-là, c'est assez flou, mais du coup, ceux qui veulent un peu chercher ou qui sont passionnés de ça peuvent de leur côté. Jeu aussi, je pense que ça ne leur plairait pas autant si c'était aussi facile. Bien sûr, en fait, dans le processus, il y a aussi, pour un lieu, il y a forcément une première personne qui va le découvrir. Et donc souvent, c'est en tombant sur des vieux articles de presse qui disent que tel lieu a fermé ou ceci, cela. Et ensuite, il y a tout un travail, et généralement, ils utilisent Google Maps en mode satellite pour essayer de repérer des endroits, des entrées. Il y a aussi le fait de vérifier si le lieu est encore sous alarme, etc. Enfin, je trouve ça assez passionnant. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, ils sont très respectueux des lieux et en fait, ils vont pas changer les choses. Et le fait aussi de pas divulguer l'information, je trouve que aussi c'est dans le respect. Et puis, il y a une... comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a une certaine poésie et ça rend un peu d'âme à ce que la nature peut faire et à ce que l'homme peut faire aussi. C'est clair. Je trouve que c'est sympa aussi, Ok. Cet auteur-là, il a fait une BD qui s'appelle Canva, que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et en fait, le tout début, c'est une jeune fille qui explore une maison un peu abandonnée. Et c'est très spécial comme bande dessinée, c'est difficile à expliquer parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais en fait, la maison, elle prend vie. Et elle va commencer à discuter avec la jeune fille, lui raconter un peu son histoire, les habitants qui vivaient là. Et à un moment donné, elle va s'envoler. Et donc là, je vous laisse sur cette chose un peu étrange qui se passe dans cette ville, vraiment étrange. D'accord, on est dans le fantastique. Le premier, ça rejoint un peu. C'est le début du film Là-haut, en fait. Je l'ai regardé hier et ça m'a fait penser à ça, du coup ça m'a fait penser. Mais tu retrouves en fait lui le côté où il aime les lieux abandonnés, il aime les mettre en valeur et
bon, même s'il y a un aspect très étrange dans cette bande dessinée, moi je l'ai trouvé plutôt sympa. Un ovni, on va dire, à découvrir si vous voulez. Ok, trop bien. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ton mot étrange parce que j'ai regardé dernièrement un film d'horreur, plutôt d'angoisse, je dirais, qui m'a pas mal plu, qui s'appelle It Follows. Alors moi, je vais m'en aller. Voilà, merci d'être venu. Alors oui, non plus, mais tu n'es pas avec des amatrices de films d'horreur. Aucune de vous trois. Non, mais on est curieux et on veut bien découvrir. Alors, moi, dans les films de ce genre en particulier, ce que je préfère, c'est les films où on en voit le moins possible, parce que moins on en voit, plus on a peur. Oui. Moi, j'ai tendance à penser que quand on voit la créature, en fait, on a rarement peur parce que on l'aborde, on voit ce que c'est. Un peu comme le premier Paranormal Activity, en fait, où tu vois rien. Ouais, en quelque sorte. Place à interprétation. Exactement. Tu mets tes peurs en fait dedans et c'est le pire. Ou le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch, en fait, on voit jamais rien, on entend des bruits, etc. Et je sais pas, c'est comme la nuit chez toi, tu vas plus flipper en entendant des bruits que tu es incapable d'identifier que en voyant un truc qui fait peur, mais ça retombe au bout de 2 jours. Voilà. Parce qu'après, j'ai peur chez moi le soir. Ce que tu préfères, moi, c'est ce que j'aime pas. Et le principe de It Follows, c'est un petit peu ça, c'est que... alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, on va suivre le personnage principal, qui est une jeune femme, qui visiblement est suivie par une entité que seule elle peut voir. Et en fait, c'est ça qui est effrayant, parce que visiblement, quand tu es, entre guillemets, contaminé, eh bien, tu es suivi par cette espèce d'entité qui peut prendre n'importe quelle forme, mais qui va te suivre jusqu'à te tuer, peu importe où tu vas sur la planète. Même si elle va prendre 6 mois à te rejoindre, elle va aller dans ta direction jusqu'à te retrouver. Sauf que personne d'autre n'est capable de la voir. C'est-à-dire que la personne en question passe pour une dingue, pas possible, face à tout le monde, puisque tout le monde se dit « mais attends, pourquoi elle se barre ? Elle dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais en fait, il n'y a personne du tout. » Et la seule manière de s'en débarrasser, c'est de coucher avec quelqu'un pour lui transmettre en fait cette malédiction en quelque sorte. Sauf que si la personne à qui tu l'as transmis se fait tuer par je vais l'appeler la créature, eh bien, récupère le bébé, quoi. Elle revient à la personne précédente. Donc même quand tu penses t'en être débarrassé, tu restes flippé au max parce que tu as des chances que ça te revienne. Et donc, le début du film, et je vais seulement parler du début du film, on va suivre cette jeune femme qui va tomber amoureuse d'un gars, et le gars, en fait, va coucher avec elle seulement pour lui refiler la créature. Voilà. Non, c'est intéressant. Voilà, à la limite, ça pourrait me plaire, parce que du coup, c'est pas que de horrifique, et le but, c'est pas seulement d'effrayer, il y a aussi tout le côté... un peu dilemme, quoi. Et du coup, est-ce que je vais leur filer au gars que j'aime ou pas, Et de mémoire, ça se passe dans les années 90. Donc, il y en a qui font aussi un parallèle avec le sida, qu'on se refile, etc. Qui est invisible, dont on a peur, qui nous poursuit toute notre vie, etc. Je trouve ça assez intéressant. Mais c'est surtout en fait l'ambiance du film que je trouve chouette. Alors le film n'est pas parfait parce que moi j'aurais trouvé intéressant que carrément on ne voit pas du tout en fait cette espèce de suiveur. Par moments on le voit avec différentes formes. Mais j'aurais trouvé vraiment génial que pendant tout le film, justement, nous, comme les personnes autour, on se pose la question, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle est folle, quoi ? Et en fait, on en voit, à mon avis, presque un petit peu trop. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance, c'est superbement filmé aussi. Ça vaut vraiment le détour. Mais bon, j'ai pas des fans du genre en face de moi, donc, mais peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, certains seront réceptifs. Presque convaincu, Hélène, déjà. Moi, non, mais... Bon, on va changer, on va parler nourriture. Ah ça me parle aussi. Ça je sens que là, on a retrouvé tous ces esprits. Oui. Alors, moi, je vais vous parler de Babka, parce que là, c'est une grosse découverte depuis l'année dernière. Et les Babka, c'est la vie, il faut bien se le dire. Et donc là, le livre parle de Babka. Voilà, c'est un livre de cuisine, Babka et autres délicieuses brioches. Et donc, les Babka, c'est une brioche de tradition juive.
Ok. Et c'est une grosse tendance en ce moment. Tout le monde fait sa babka. Moi, j'ai fait ma babka pendant le premier confinement. J'en ai fait 2 parce que la première était ratée. Forcément, la première sont toujours ratées. Et donc là, en fait, il y a plein de recettes. Il y a des recettes aussi de brioche et tout. C'est super bien fait. Les recettes sont abordables. Sont bien expliquées, tout ça. Déjà, rien qu'en regardant les images, je sens que j'ai perdu Alexis. Mais sinon, en plus, ça a l'air vraiment pas mal pour le petit-déj, tu vois. C'est ça. Et donc, mais il y en a même des salés. Il y en a des salés aussi. Ok, voilà. trop bien. Alors, la feuilletée bacon et sirop d'érable, je ne sais pas si moi, personnellement, je testerai. Ah, moi, carrément. Mais toi, voilà. Carrément. Téméraire. Et donc voilà, ouais, c'est un livre que j'aime beaucoup. Il y a plein de livres de cuisine là, que j'ai acheté. C'est moi qui achète les livres de cuisine, c'est trop bien. Et celui-ci fait partie de mes préférés. Ça donne trop faim là. Ah ouais, non, les babkas, c'est vraiment bien. Et je voulais vous parler d'une collection, enfin c'est plus qu'une collection, c'est une maison d'édition, c'est les éditions de l'Épure. Et la collection, c'est 10 façons de le préparer. Ouais. Et donc à chaque fois, ils ont une thématique qui décline en 10 recettes, avec une couleur différente aussi à chaque fois. C'est un tout petit livre, ne serait-ce que pour le voir, l'objet en lui-même, c'est très beau. Il y a presque juste une brochure. En fait. Ouais, effectivement, c'est vraiment tout petit parce qu'il n'y a que 10 recettes, il n'y a pas d'illustration, il n'y a que du texte. Mais alors à chaque fois, c'est la mise en page, elle est vraiment très belle. Il y en a un, là, je ne l'ai pas amené, ça s'appelle Transparence. Et en fait, c'est écrit sur du papier transparent, calque, voilà. Ouais. Merci, je cherchais le mot. T'inquiète. C'est écrit sur du papier calque et tout. Enfin, il y a là, c'est sur celui que j'ai pris, c'est sur l'amour. Et voilà, donc c'est sur des tonalités roses. Les écritures sont dans la même tonalité chromatique. Il y en a des fois où ça brille aussi. Enfin, c'est vraiment, au niveau de la mise en page, c'est vraiment des très beaux livres. Et au niveau des recettes, c'est des recettes très drôles. Enfin, je m'en souviens, et je me rappelle plus, on en avait un sur les restes. Et c'était sur les restes humains. Enfin, c'est savoureux à chaque fois, autant sur l'écriture que sur les recettes. C'est des fausses recettes. Ah non, c'est des vraies recettes. Ouais. Les préfaces sont toujours en fait décalées. Enfin, ça paraît très sérieux. Ils sont assez sobres au final. Oui. Et il n'y a pas d'image, donc ils peuvent paraître rudes, mais c'est plein d'humour. Moi, à chaque fois, juste pour te marrer, en fait, tu peux juste lire la préface parce que c'est drôle, en fait. Et donc, ouais, dans la préface, dans l'écriture des recettes aussi, c'est assez drôle, dans le choix des recettes. Et à chaque fois, effectivement, à chaque début de recette, en fait, il y a une petite introduction. Alors, ça peut être des poèmes, ça peut être... C'est vraiment bien fait, c'est ne serait-ce que pour l'objet, pour les recettes. Enfin, c'est une édition... J'achète pas à chaque fois, mais presque. et c'est vraiment une chouette collection. Les 10 façons de préparer au détillon de l'Épure. Je vais me pencher dessus, parce que moi, ça m'avait tapé dans l'œil. Je les avais vus en vitrine. Ouais, j'en ai mis en présentation, là, au 2e étage. Il y a quelques mois, c'était en vitrine de Librairie et Curiosité. Tout à fait. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Et du coup, sur plein de choses, sur plein de légumes. Enfin, par exemple, si t'as un coup de cœur sur un légume, mais en fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que donc il y a des thématiques. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a l'amour, la drôle, transparence, voilà, sur des thématiques. Mais il y a aussi, il y a le gâteau d'anniversaire aussi, par exemple. Donc 10 façons de faire un gâteau d'anniversaire. Et il n'y a pas aussi des aliments. Effectivement. Je crois qu'il y avait genre 10 façons de préparer quelque chose comme le boudin. Il y a le boudin noir, il y a les blettes. Oui, t'as vraiment un peu de tout. Ouais. T'as vraiment un peu de tout. Voir Alors moi, je connais pas très bien, mais il y a quelques années, on avait fait un pique-nique littéraire avec la médiathèque dans le jardin de l'EPSM à Gourmelin, sur le thème de la gourmandise. Et donc, on avait fait des lectures et il y a un de nos collègues qui avait lu une recette comme ça. Et c'est vrai que c'était, au-delà de la recette, c'était vraiment un bel objet littéraire et c'était très sympa à écouter. Donc, à découvrir. Ouais. Et dans les recettes sympas à lire aussi, il y a, même si on veut pas les faire, il y a la revue 180 degrés. Qui est un MOOC en fait. Donc il y a 180 degrés, c'est pour la cuisine, et puis 12 degrés 5, c'est pour les vins. Et ça aussi, en fait, c'est un MOOC de passionnés de gastronomie, en fait, et de produits du terroir et tout ça. Et donc, en fait, dans ce MOOC, à chaque fois, il y a une présentation de producteurs locaux. Enfin, souvent, c'est autour d'une thématique. Et il décline un peu différentes recettes, différents producteurs autour de cette thématique. Et rien que de lire les recettes, des fois, c'est vraiment trop drôle, quoi, la façon qu'ils ont de présenter les recettes. Et en plus, c'est vraiment bien fait. C'est un très beau MOOC aussi.
Donc c'est si je me trompe pas, je crois même que François l'a présenté dans. Du coup, ça doit être. C'est possible. Je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier. Ouais, tout à fait, oui. Du coup, il faut lire. Il faut lire 180 degrés. Ouais, moi, les fois où je l'ai lu, c'est pas tant pour les recettes que c'est plus pour les reportages. C'est des très belles illustrations, des belles photos. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir souvent toutes les démarches. C'est vraiment des puristes, souvent, les personnes qui travaillent leurs produits, ils sont vraiment amoureux. Et donc, c'est chouette à lire. Ouais. Génial. Et toi, t'avais... Oui, j'avais un autre livre de recettes que j'aime beaucoup. C'est les recettes d'une japonaise de Saori Laurent. En fait, c'est une japonaise qui a fait des études de cuisine en France et qui est installée maintenant. Elle a une chaîne YouTube aussi où en fait elle découpe en fait des recettes du quotidien japonaises. Okay. Donc son bouquin, je t'en avais parlé. Du coup, on l'a à la médiathèque et c'est très bien fait, étape par étape. Certains ingrédients que nous on n'a pas forcément, elle essaye d'adapter avec ce qu'on peut trouver en France. Et on retrouve vraiment okonomiyaki, des petits onigiri, enfin vraiment voilà, des recettes et en fait qui sont pas si compliquées que ça à faire et les ingrédients sont pas trop compliqués et ça permet voilà de sans voyager au Japon, de voyager par l'essence directement chez soi, quoi. Et surtout avec des choses qu'on trouve chez nous, quoi. Oui, parce que c'est vrai que des fois la cuisine asiatique quand même, quand on voit la liste des ingrédients, on dit ok, d'accord, est-ce que je vais trouver tout ça. Et en fait là elle essaye d'adapter justement par exemple le curry, elle va faire avec un bœuf, mais elle va le faire mariner dans du vin, tu vois, elle va adapter avec des choses qu'on peut trouver en France. Et elle montre, par exemple, où les produits, savoir où les trouver si on veut un truc en particulier. Et vraiment, c'est assez imagé. Elle, sur certaines choses, par exemple, elle va vraiment photo étape par étape. On peut trouver voilà, les gestes et les mouvements qu'il faut faire pour réussir à avoir un rendu qui se rapproche un petit peu de ce qu'on peut trouver là-bas. Et j'ai testé plusieurs recettes et pour le coup, c'est très bon. Alors ça, on ne peut que te croire. Oui, mais j'essaierai de faire des melon pan. J'ai pas encore. C'est-à-dire c'est une sorte de brioche aussi. Japonaise. Alors ça porte le nom melon, mais juste parce que ça ressemble à un melon. Ah oui, je vois ce que c'est. Mais ça n'a pas le goût du melon normalement. Et j'essaierai d'en faire et je t'en rapporterai si tu veux. Ce qui est trop bon, c'est que c'est un peu craquant dessus avec. C'est craquant autour, bien moelleux au milieu. Presque une brioche dedans en fait. Ouais, c'est ça. Donc, et ils arrivent à faire une espèce de croquant un peu au sucre là dessus. Ouais. Oh là 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 là, trop bon. Voilà. Moi j'aime bien quand elles sont fourrées en plus à la crème et tout. Regarde les babkas, tu vas voir, c'est aussi. Bon, et toi, où est-ce que tu trouves tes recettes, Hélène? Moi j'écoute les collègues en parler et je goûte quand elles ramènent. Moi maintenant, l'endroit où je trouve le plus de recettes, c'est sur TikTok. Je trouve que le réseau TikTok est vraiment génial pour découvrir des recettes. Et ce qui est génial en plus avec le format vidéo, c'est qu'on visualise la chose et il y a pas mal de chaînes qui sont cool sur TikTok pour découvrir des recettes et tout. Généralement en plus comme ça s'adresse principalement à des jeunes, tu peux faire des trucs chouettes, bons et pas hyper compliqués. Et mon petit plaisir moi c'est les gens qui testent des restos. Ah oui, non mais j'aime trop ça. Et du coup les comptes TikTok apprécier le concept. Ah mais si, c'est génial en fait, parce que déjà tu découvres des cuisines que tu connais pas du tout en fait. Et surtout, moi je passe ma vie à épingler des trucs sur Google Maps de futurs restos que je veux faire quand j'irai dans telle ou telle ville, quoi. Je trouve ça trop bien. C'est bien parce que parfois tu arrives dans une ville, tu sais pas où aller manger, où c'est bon. Tu connais personne qui y habite, ça permet comme tu dis, d'avoir des lieux où tu dis là je veux y aller parce que ça a l'air trop bon, quoi. C'est clair. Il y a l'émission On va déguster sur Inter. Et à la télé aussi, on a les livres aussi. Ils ont fait On va déguster l'Italie. Ah oui. C'est un gros livre magnifique. C'est vrai qu'il est imposant. Ils en avaient fait un avant qui s'appelle juste On va déguster la France. Et en fait, c'est bien fait parce que tu as des recettes, mais tu as aussi beaucoup d'explications sur les produits, en fait, d'où ils viennent, le terroir, tout ça. Et c'est vrai qu'il est très dense parce qu'il est gros, il est volumineux, sur une page, tu as beaucoup d'éléments, mais c'est vraiment bien fait aussi. Et donc lui, François-Régis Gaudry, il est aussi critique culinaire. Okay. Et donc, alors là, il est de plus en plus connu, on voit son visage, donc du coup, il passe moins inaperçu dans les restaurants. Mais au début de l'émission, en fait, on ne voyait pas du tout sa tête. Et il a sa petite caméra pour filmer ce qu'il est en train de manger et dire ce qu'il en pense, quoi. J'aime trop, moi, c'est...
Et donc, il y en a une avec lui, je pense qu'elle te plairait, c'est Mina. Et c'est une foodista, donc elle se fait la nourriture de rue, en fait. Ah ouais, bah ça c'est mon kiff. Là sur TikTok, moi il y a un mec que je suis à fond de meilleur, son pseudo c'est Vito Vidéo. Et il te fait découvrir toutes les bonnes adresses. Alors c'est pas qu'en nourriture, mais c'est quand même beaucoup de la nourriture, mais toutes les bonnes adresses, notamment à Paris, vu qu'il est sur Paris. Mais je passe ma vie à épingler des trucs que j'ai envie d'aller visiter. C'est un truc de fou. Il connaît tous les bons plans. Et souvent, c'est comme il s'adresse aussi pas mal aux étudiants, c'est des trucs qui souvent sont pas chers et tout, mais gourmands, généreux et tout. Ah, franchement, ça donne trop faim. Faut à que tu nous chaque fois. fasses ça pour Quimper, alors, du coup. Oh là 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 là. Trop de choses à faire. Ok, est-ce que vous vouliez parler d'autres choses ? Je vois que tu as d'autres petites choses, Hélène, peut-être Ouais, là, je voulais changer de sujet. Je voulais parler de podcast. Ok. Du coup, j'en ai déjà parlé aussi autour de moi. Depuis quelques temps, moi, j'écoute un podcast qui s'appelle Passage. Et c'est détruit par Louis Média, qui, du coup, fait pas mal de podcasts. En général, c'est plutôt assez ouvert, beaucoup de choses assez humaines. Et donc, Passage, ça dure une 50aine de minutes. Moi, j'aime bien les podcasts qui durent assez longtemps, parce qu'en général, j'écoute ça en voiture. Enfin, j'aime bien m'immerger dedans. Et là, c'est le cas. Et c'est souvent une discussion entre deux personnes. Et l'idée, c'est une rencontre et c'est un sujet vu de deux points de vue différents. Donc, il y en a un dernièrement que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle From Montreal with Love. Et du coup, c'est une relation amoureuse. C'est deux étudiants qui se sont rencontrés. Donc, elle était française en Erasmus à Montréal et lui est canadien. Et donc, en fait, ils racontent leur rencontre et après, sur plusieurs années, comment ils ont réussi à construire leur relation, sachant qu'ils étaient séparés. Mais il n'y a pas de sujet en particulier. Il y en a un qui était assez fort aussi, où c'est une jeune femme qui, vers la vingtaine, a commencé à avoir des troubles psy et du coup à avoir besoin d'être suivie. Et c'est la relation qu'elle a eue avec sa mère à ce moment-là et comment sa mère a dû gérer, comment elle a dû discuter avec les médecins et parler avec sa fille de ça. Ou pareil, il y en a un autre qui est assez chouette, où c'est un frère et une sœur qui racontent, ils ont à peu près 3-4 ans d'écart. Et ils ont une enfance où ils n'étaient pas forcément proches. Lui a eu pas mal de difficultés. Il raconte justement leur relation de frère-sœur. Lui, il a eu beaucoup de mal avec son père. Il a vécu des choses un peu plus compliquées. Et avec le recul, maintenant, ils sont adultes, ils sont plus posés et ils reviennent là-dessus. Donc, c'est des belles découvertes, en fait. Pendant une petite heure, on écoute un peu. Il y a un petit habillage sonore, mais qui est assez léger. Et moi, j'aime bien Passage. Alors, du coup, je rebondis. Là, je suis en train de le lire. Donc, je vais commencer. Je ne saurais pas trop... en dire parce que j'ai dû lire 3 pages. Ça s'appelle Émotions, les explorer, les comprendre. Et en fait, c'est tiré du podcast aussi sur Louis Média, en fait. Et j'avais déjà entendu, j'avais déjà écouté, donc c'est pour ça que j'ai pris le livre, le podcast, donc qui s'appelle Émotions aussi. Et voilà, en fait, ça parle des émotions, comment les apprivoiser, comment les comprendre et tout ça. Et c'est assez... Enfin, le podcast que j'avais entendu était très intéressant. Et c'est assez bien fait. Là, je vais voir le livre. Du coup, c'est tiré aussi du podcast. Ce que ça donne, quoi. Vous écoutez pas mal de podcasts ? Ouais. Moi, tu vois, il y a eu un bouquin dessus, c'est Mortel, de Taous Merakchi. Et en fait, elle a perdu son père il y a quelques années. Et elle a fait un podcast sur le rapport à la mort, en fait. Okay. Elle, son propre rapport à la mort, parce qu'elle, son père lui faisait voir pas mal de films d'horreur, ils allaient se promener dans les cimetières, donc elle avait un rapport, on va dire, de fascination un peu par rapport à la mort, et elle raconte, en fait, tout le cheminement, elle, pour faire le deuil de son père. Elle rencontre des thanatopracteurs. Oui. Elle rencontre aussi des psys, en fait, pour échanger autour de cette thématique-là. Et elle élargit après, à la fin, sur, par exemple, la mort et les animaux de compagnie. Donc, comment notre rapport, quand un animal meurt, est-ce que... souvent, c'est un propre membre de la famille. Donc, en fait, comment on gère ça ? Mort et sexualité. Enfin, plein de choses qu'elle aborde autour de cette thématique-là, qui est un peu tabou. Mais du coup, ça permet aussi de... peut-être avoir une vision, par exemple, quand quelqu'un décède, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe derrière, que ce soit plus transparent, en fait, sur cette thématique-là, que j'avais beaucoup aimé. Et elle a sorti aussi un livre directement tiré du podcast aussi, quoi. Ouais, aussi. Après, j'avoue que justement, je suis assez preneuse moi de conseils parce que j'avoue que des fois, j'ai du temps pour écouter, mais j'ai un peu de mal des fois à trouver quelque chose qui me plaise parce que je trouve que c'est hyper personnel un podcast et des fois, on a beau me conseiller un podcast avec un sujet qui peut me plaire, le ton de les personnes, la discussion, ça, c'est clair. Même la forme, parfois, en fait. Aussi, on n'accroche pas parce que le rythme... n'est pas calé sur le nôtre, en fait, c'est simplement. Ça. Voilà, moi, des choses trop courtes, du coup, moi, je suis pareil. Moi, j'aime bien les podcasts qui sont bien longs. Alors, moi, j'en ai écouté un qui a fait pas mal de bruit dernièrement. Enfin, de bruit.
ça reste relatif. Mais le podcast, ça s'appelle Vénus épilait-elle la chatte. Je me demandais si on allait y venir ou pas. Mais oui, parce que c'est un podcast en fait sur l'histoire de l'art. Et du côté féminisme aussi, je reviens à ce que je disais au début. Et donc la place de la femme dans l'art, les artistes femmes aussi. Et il y a elle a eu un prix, d'ailleurs j'ai mangé son nom. Elle a eu un prix pour ce podcast. C'est sur Picasso. Et en fait, c'est vrai que moi personnellement, je n'aime pas Picasso, j'aime pas son art, mais après il est très connu. Tout le monde aime Picasso. Et en fait, elle parle du personnage en lui-même, l'homme en lui-même, et elle déconstruit complètement le mythe. Et en fait, c'est un peu aussi tout ce qu'il peut y avoir de polémique autour de l'œuvre et l'artiste, l'homme et le créateur, en fait. Et voilà, on peut aimer une œuvre, on peut aimer un art, mais que la personne soit vraiment détestable. Et donc là, elle déconstruit complètement Picasso qui... au-delà d'être misogyne et après un grand génie, enfin voilà, elle déconstruit tout le mythe. Et il y a un passage qui est assez, par exemple, qui va parler au Quimpérois parce qu'il était ami avec Mac Jacob. En fait, Mac Jacob était ami avec Picasso et en fait, il l'a beaucoup aidé. Mac Jacob a beaucoup aidé Picasso au début à Paris quand il n'était pas connu. Et quand Mac Jacob s'est fait arrêter pour la Seconde Guerre mondiale, en fait, Picasso ne lui est pas du tout venu en aide, alors que c'était lui à l'époque qui aurait pu l'aider. En fait. Il va s'échapper par la fenêtre. Voilà, c'est ça. Il aurait sorti un truc comme ça, mais il va bien réussir à s'échapper par la fenêtre. Il y a une vidéo dernièrement sur le sujet. C'est tiré en fait de ce podcast-là. Ah, okay. Elle s'est beaucoup documentée, elle s'est inspirée des recherches de cette personne pour créer une petite vidéo de 10-15 minutes aussi sur Picasso, animé pour le coup. Ouais. Mais ouais, ça a fait pas mal polémique sur les réseaux. Hein. Moi, notamment sur Twitter, j'ai vu que c'était un peu la guerre suite à cette vidéo. Oui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a toute cette idée en fait de séparer. Est-ce qu'on sépare l'œuvre de la personne, quoi ? Est-ce que picturalement c'est un génie, mais humainement c'est pas une personne respectable, quoi. Donc après c'est très compliqué de faire la part des choses et le podcast est assez bien fait là-dessus au final. On a un peu abordé cette mais même parfois séparer l'homme de l'artiste c'est compliqué parce qu'elle explique parfois certaines œuvres d'où elles viennent et dans quel contexte elles ont été faites et on retrouve parfois je sais plus laquelle de ces femmes, je vais pas me rappeler, où il a fait un portrait d'elle qui pleure, mais en fait c'est parce qu'il venait de la frapper juste avant en fait. Donc en fait tu vois tout ça, le derrière parfois de certaines œuvres et tu fais c'est comment réussir à trouver un juste milieu comme tu dis entre le génie et la personne. Là tu vois que c'est un rapport qui est totalement personnel en fait. On va tous avoir un rapport différent aux choses et on avait un petit peu abordé la question la dernière fois avec Laure, etc. C'est quand on parlait aussi d'œuvres qui politiquement pouvaient être éloignées de nos idées, etc. Et autour de la table, on avait tous un avis différent. Moi, par exemple, je peux regarder des œuvres et apprécier des œuvres de salauds, de gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord, etc. Et chose qui est peut-être plus difficile pour d'autres et que j'entends totalement, quoi. C'est, là, en fait, ça nous questionne, nous, sur notre rapport à l'art, etc. Enfin, c'est un sujet qui est génial. C'est intéressant de savoir, au final, est-ce qu'on a envie des fois de tout savoir aussi, chacun est différent, mais peut-être qu'on peut aussi des fois préférer garder une sorte de naïveté et se dire c'est vrai que je pense qu'au final si on gratte un peu, personne n'est irréprochable et tous les artistes ont des choses à se reprocher. Donc, si la question intéresse les gens qui nous écoutent, il y a Clément Viktorovitch qui avait avant une émission sur Canal qui s'appelle... C'est sur Click, non ? Alors là c'était pas sur Click, c'était une autre émission sur Canal qui s'appelle... quelque chose comme La parole au docteur ou quelque chose comme ça. Oui, ça me dit quelque chose. Et l'idée, c'est de prendre un sujet et de faire intervenir des spécialistes du sujet et pas des polémistes, etc. C'est souvent un peu le problème, c'est que finalement, à la télé, on a rarement des experts qui parlent des sujets traités. Pendant des durées très courtes, en fait, qui ne laissent pas le temps d'aborder le sujet vraiment en profondeur et de comprendre tous les tenants aboutissants, quoi. Et là, ils parlent de la question de séparer l'œuvre de l'artiste et ils font venir... un expert, donc il y a, je crois, un avocat donc, qui va parler des questions légales, est-ce qu'on doit séparer ou non, un sociologue et le troisième, je ne sais plus, et du coup, ils abordent la question pendant 1h30 et c'est vraiment absolument génial. Ils parlent de pas mal de
de figures d'actualité. Souvent, dans les contemporains, on parle régulièrement de Polanski ou de Bertrand Cantat. Voilà, ils abordent ces questions-là, et d'autres artistes aussi. Mais sujet absolument passionnant. Ouais. C'est Viens voir les docteurs, du coup. Viens voir les docteurs, c'est ça. Qui fait référence, si je ne me trompe pas, à une musique de Doc Gynéco, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Clément Viktorovitch, moi aussi, je l'ai découvert un peu avec Click, et moi, j'écoute France Info, donc maintenant, il a une chronique. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un gars qui a assez une tête. Il est prof, et donc il est spécialiste en rhétorique. Et donc, en fait, c'est assez intéressant, puisque là, sur France Info, c'est que des discours politiques. Et il les décortique, et en fait, il nous explique qu'il y a des façons de parler, il y a des intentions. Et c'est un peu comme si on nous ouvrait les yeux, en fait, parce que du coup, effectivement, on comprend aussi des grands orateurs ou des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la force de leurs propos. Et en fait, grâce à lui, on comprend pourquoi ça marche et pourquoi on le retient en tête, et pourquoi Marine Le Pen, on retient ses discours, ou Mélenchon, parce que voilà... et c'est assez court, et il est assez intéressant comme gars. Et puis, il porte pas de jugement, c'est pas son but. Il affiche pas des idées politiques, c'est juste de dire... Non, il décrypte vraiment même les procédés en fait, de rhétorique qui sont cachés parfois, ou même parfois pas figure de style, mais parfois comment les gens arrivent avec des métaphores ou ce genre de choses à faire passer des idées. Et il y a un côté un peu éducatif, parce que je pense que pour lui, tout le monde devrait avoir un minimum de connaissances, et c'est vrai qu'on peut l'utiliser, alors pas forcément à mauvais escient, mais dans plein de circonstances, on peut aussi... c'est l'art de savoir parler et s'exprimer. Après, c'est ce qu'il explique, c'est que la rhétorique, en fait, c'est une arme c'est du pouvoir, en fait. Exactement, ça permet de prendre le dessus sur d'autres personnes, et lui, ce qu'il essaie, c'est de donner les clés, justement, pour essayer de mettre un peu plus tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà, c'est ça. Effectivement, on est tous... soit victime, soit j'ai pas le mot qui me vient, soit... On est tous confrontés, en fait, à la rhétorique au quotidien, donc ne serait-ce que réussir à convaincre ou ce genre de choses, tout à fait, sans rentrer forcément dans la manipulation, mais et comprendre en fait comment aussi, par quel procédé on peut convaincre quelqu'un pour un projet, par exemple. Convaincre qui est déjà très fort, mais juste pareil, mieux s'exprimer ou réussir à être plus nuancé dans son propos. Même comprendre, comme tu disais, comprendre un discours, comment ils arrivent eux, par exemple, à te convaincre, à te dire tiens, j'aime bien son idée ou pas, pourquoi, est-ce que c'est... te faire retenir certaines choses. Coralie, je vois qu'il reste une petite BD devant toi. Oui, alors ça, c'était un retour hier. J'allais le ranger, je l'ai ressorti parce que ça, c'est la BD la plus romantique, l'histoire la plus romantique. Là, c'est mon côté fleur bleue qui ressort. Ok. C'est Edelweiss de Mayenne et Mazel. Donc, Lucie Mazel, moi, je la suis sur Insta. Elle fait ses illustrations à l'aquarelle. Elle a sorti une nouvelle BD là, qui sera en plusieurs tomes, qui s'appelle Olive. On les a déjà en jeunesse. Ouais, voilà, on suit une jeune fille. Pareil, ça part un peu dans le fantastique. Elle rencontre un cosmonaute, mais de façon un peu bizarre. Et là, Edelweiss, en fait, c'est une jeune femme qui rencontre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale un homme dans un bal, comme ça pouvait se faire dans la fin des années 40. On rencontre son mari dans un bal. Et elle, en fait, elle a un rêve, c'est de gravir le Mont Blanc, en fait. Et il va se passer quelque chose. Alors, la couverture montre déjà un fauteuil roulant, donc je divulgage rien en le disant. Et son mari, en fait, ce que va faire son mari pour qu'elle puisse accéder à son rêve est juste magnifique. Et voilà, je dis rien d'autre parce qu'il faut vraiment la lire et la découvrir. Ouais, je valide aussi, c'est vrai que j'aime beaucoup ces illustrations, c'est très doux. Là, le côté historique est vraiment bien mis en avant. Et oui, c'est une très belle histoire. Ouais. C'est vraiment une très belle histoire d'amour. Les illustrations, elle travaille à l'aquarelle, elle fait... c'est vraiment bien fait. Et Olive, j'ai pas encore lu, mais il est vraiment bien aussi. J'avais pas fait tout à l'heure le rapprochement entre les deux, en fait. Ah oui, d'accord, ouais. J'ai commencé là, à on le a lire. lu Olive, c'est vraiment une autre histoire, parce que là, ça part dans l'imaginaire. On a un peu, en tout cas, dans le premier tome, on ne sait pas encore où nous emmène l'histoire. Mais son travail est très chouette. Ça a l'air d'être assez peu bavard, en plus. Et les dessins sont... donc tu peux la tu peux la prendre. J'ai trop de trucs. Bon, allez, pourquoi pas. Ton côté romantique. C'est ça. Il faut l'assumer. Bon, j'ai pas trop de problème à l'assumer. Mais là, en romantique, qu'est-ce qui pourrait me venir
Là, j'ai pas grand-chose sous le coude. Je peux continuer sur un truc mignon. Allez. Ouais. C'est un album jeunesse, on va dire un peu qui s'appelle 1000 milliards de Père Noël. Si vous avez des enfants à proximité, qu'ils s'en aillent. Du coup, ça part du principe que le Père Noël, au début, il n'y avait pas beaucoup d'habitants, donc il arrivait à apporter un cadeau à chaque enfant, etc. Mais au fur et à mesure que la ville grandit, il n'arrive plus trop à suivre, donc il va se demander à pouvoir se diviser. Donc super, il se divise, sauf qu'il est 2 fois plus petit qu'avant. Voilà, les villes grandissent, etc. Et au fur et à mesure, ils se démultiplient jusqu'à finir totalement minuscule. Mais en étant minuscule, il n'a plus la force de porter les cadeaux, de les distribuer. Et je ne sais pas si je vous raconte la fin, du coup. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais... Allez, jusqu'à la fin. Et du coup, il est tellement minuscule, ils sont 1000 milliards, qu'en fait, c'est les 1000 milliards de Père Noël qui vont chuchoter à l'oreille des parents d'aller en fait acheter, d'offrir, du moins, des cadeaux aux enfants. Et en fait, je trouve que ça peut être... Moi, j'avais adoré quand je l'avais lu. Moi, je trouve que c'est une manière un peu mignonne, plutôt que dans la cour, le Père Noël n'existe pas. Je trouve que c'est peut-être une histoire toute mignonne, un peu de transition, que moi, j'avais bien aimé lire. Alors, sur le Père Noël, il y en a un qui vient de sortir, je t'en ai parlé l'autre jour, À la recherche du Père Noël, de Loïc Clément et Anne Montel, illustré par Anne Montel. Donc c'est Goupil, je ne sais pas si tu connais Hélène, il y a pas mal de BD sur Goupil en fait. Et donc voilà, en fait il y a une annonce parce que le Père Noël a disparu et que là va falloir livrer les cadeaux. Et c'est chez Little Urban et ils ont fait la carotte bleue, par exemple, aussi. C'est un cherche-et-trouve. Voilà, c'est ça. C'est un grand format. Ça ne rentrait pas dans ma valise, j'étais contente, mais c'est un grand format. Et c'est un peu le système, effectivement, de cherche-et-trouve. Alors, l'histoire est vraiment géniale parce qu'il y a des messages qui sont passés. Il y a des petites pointes d'humour aussi qui sont bien senties. Et en plus, on peut, à côté de ça, chercher dans des grandes pages illustrées par Anne Montel où ça fourmille le détail. Le Père Noël, Goupil et ses compagnons et tout ça. Et voilà, je ne vous dis pas la fin, mais c'est à la recherche du Père Noël. Okay. Et puis, pour travailler en jeunesse, c'est pas si facile que ça de trouver des albums de Noël qui sont un peu originaux, un peu sympas. On retombe souvent dans des choses assez classiques. Et donc, c'est vrai qu'on est content quand il y a un titre qui sort du lot. Ok. Et tu avais un truc romantique alors qui t'était venu un film qui s'appelle Scheherazade. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, je vois ce que c'est. On va suivre en fait c'est ça. On va suivre un jeune homme qui sort de prison après avoir fait des conneries, etc. Très jeune de mémoire, il doit avoir entre 18 et 20 ans. Il vient de banlieue. Et à sa sortie, il va rencontrer un jour une jeune fille qui fait le trottoir et lui va se... plus que lier d'amitié pour elle, vu qu'il va tomber amoureux d'elle. Et qui va devenir plus ou moins son proxénète pour elle et ses amis, enfin les amis de la jeune fille. Et forcément, il va se retrouver dans des guerres de quartier, de trottoirs, entre d'autres qui veulent posséder telle zone de la ville, etc. Et vendu comme ça n'a pas l'air très touchant, mais en fait c'est très très émouvant parce que la relation vraiment entre les deux personnages est extrêmement bien développée, je trouve. On va suivre notamment ce jeune homme qui va être partagé entre l'amour qu'il a pour cette jeune fille, mais le regard que portent ses amis sur elle, du fait que de son activité professionnelle, eh bien, ses camarades ne vont pas la considérer, elle, comme une femme, mais comme un objet ou n'importe quoi. Donc, partager entre ses amis ce qu'attend sa famille de lui. Il a des difficultés familiales, etc. Et lui, il espère pouvoir vivre avec sa mère, mais sa mère ne veut pas de lui, donc il est en foyer, etc. Enfin, c'est hyper touchant, très bien écrit, bien réalisé. Enfin, ça marche très bien. Et surtout, très vrai. Moi, souvent, je trouve qu'il y a pas mal de films où on parle... des banlieues et de ces thématiques-là qui, clairement, on voit que c'est des gens totalement extérieurs à la chose qui en parlent et on sent une réelle déconnexion. Là, moi, j'y ai cru du début à la fin et ça marche très, très bien. À noter, alors. Celui-ci, il ne me fera pas peur, c'est bien. Une autre forme de romantisme. Non, franchement, c'est très bien.
C'est vraiment une très belle relation. J'ai pas envie d'en dire plus parce que non. j'ai envie que vous découvriez certaines choses. Mais je crois que l'actrice, en tout cas, elle avait eu un prix et je crois qu'elle a eu un César. C'est vrai que j'ai été assez bluffé aussi par les performances d'acteurs des différents... Oui, c'était eux qui n'étaient pas forcément acteurs à la base ça, et qui ont été pris pour le film. Je crois, ouais, c'est ça. Je crois qu'ils ont eu la révélation à l'époque. Possible. Ouais. Ok. Je vois que tu avais pas mal de petites notes là, Samuel. Ah oui, mais ça part. Si on veut partir sur une thématique, là on était dans le couple et l'amour, j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle It Takes Two. Et c'est un jeu coopératif, un peu aventure. Le pitch, c'est y a un papa, une maman et une jeune fille, et les parents ne s'entendent plus du tout et décident de divorcer. Et la petite fille, du coup, elle n'est pas forcément OK avec ça. Et elle a acheté un livre, en gros, du docteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais de conseils, en gros, pour que les parents se réconcilient. Et voilà, quand les parents l'annoncent, elle est triste, elle pleure. Et la larme magique fait que les parents se transforment en petites poupées. Et donc, dans l'aventure, on va devoir faire de la plateforme, des énigmes, etc., en coopération pour essayer peut-être de se réconcilier. Je ne l'ai pas fini, donc je ne sais pas si on se réconcilie encore à la fin. Mais l'idée étant on voit bien au fur et à mesure que l'histoire se révèle que chacun a fait des erreurs, respecte pas sa parole, etc. Donc en fait, on découvre un petit peu pourquoi il y avait mécontentement entre les deux. Mais au fur et à mesure qu'on coopère au fur et à mesure, tu sens que l'histoire se finira bien. J'espère en tout cas qu'elle se finira bien. Mais c'est plutôt bien fait. Il y a des chouettes mécaniques. Comme on est miniaturisé, un peu à la Toy Story, on a vraiment aussi une autre vision une autre dimension de notre habitat. Au début, on commence dans le garage, donc c'est vraiment n'importe quoi. On combat l'aspirateur qu'on n'a pas réparé. Donc c'est vraiment des objets du quotidien qui sont détournés aussi. Avec ce fameux livre personnifié avec une magnifique moustache qui vient nous donner des conseils, etc. Mais du coup, on est la petite fille ou on est les deux parents, parents poupées qui doivent coopérer pour peut-être se retransformer en être humain, peut-être déjà pour commencer, parce que... Mais moi, j'aime bien le petit design de poupée, oui. On est plus mignon. D'accord. J'y ai pas joué, mais j'ai vu que l'accueil critique du jeu était assez dithyrambique. Franchement, c'est très bien et... le système de coop est bien fait aussi. C'est pas frustrant en fait non plus. Je pense que c'est adapté aussi à des gens qui jouent pas forcément. Parce que assez rapidement, on arrive à prendre les choses en main. Il y a des rappels, par exemple, si on n'arrive pas à faire telle ou telle chose, de comment procéder. Enfin, c'est bien fichu, je trouve. Et je suis assez étonné qu'un jeu comme celui-ci fasse autant parler en fait. Bon, je pense que c'est lié aussi au fait que, selon moi, 2021 est quand même une année assez pauvre en bonne sortie de jeux. Mais ça fait clairement partie des choses que j'ai envie de tester. Ouais, franchement, c'est une bonne expérience de jeu. On a un arbre dans notre jardin qui est squatté par des écureuils guerriers qui combattent les guêpes. Enfin, c'est vraiment... Je trouve ils ont réussi à faire un univers un peu déjanté, mais avec des choses crédibles aussi. Enfin, on a une arme, soit on a un marteau, soit on a les clous. Enfin, je trouve que c'est bien réfléchi dans l'univers dans lequel on est. Ça reste crédible, même s'il y a un peu de magie vu qu'on est transformé en poupée. Mais ouais, une chouette expérience de jeu. C'est toujours marrant les univers où on est petit dans un monde quotidien en fait. Au final, ça marche assez bien. Quand c'est bien fait, ouais. Et là, pour le coup, c'est très bien fait, c'est bien imaginé. En ce moment, moi, je suis pas mal aussi sur des jeux vidéo en coopération. Donc, ils se jouent à plusieurs, mais pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et notamment, j'ai fini un jeu, on en avait un petit peu parlé tous les deux, qui s'appelle Cadence of Hyrule. Et là aussi, c'est un jeu qui est très malin, puisque mélangeant l'univers de deux jeux, celui de Zelda, que même ceux qui n'y ont jamais joué connaissent, ne serait-ce que visuellement. Ouais. Donc très fantasy, hyper coloré, etc. Et un autre univers qui s'appelle Crypt of the Necromancer, qui est un jeu de rythme. Dancer, je crois. Dancer, c'est ça. Et en gros, l'idée, c'est que on va vivre une aventure à la Zelda, en incarnant soit le personnage principal historique de la licence Zelda, qui est Link, soit en incarnant la princesse Zelda, ou d'autres figures aussi. Mais en même temps, c'est un jeu de rythme. Donc en fait, tous les déplacements, on doit les faire en rythme avec la musique. D'accord. C'est horrible. Il faut danser alors ?
Non. Pas vraiment, parce que c'est vraiment un jeu d'aventure, donc ton personnage il avance. D'accord. Et du coup, chacun de tes mouvements, tu dois appuyer sur les boutons en rythme avec la musique. Ouais. Et si tu n'appuies pas sur les boutons en rythme avec la musique, tu rates tes attaques, etc. Et c'est absolument génial en fait. Et la musique est sympa. Là où ça marche très très bien en fait, c'est qu'ils ont repris les musiques historiques de la licence Zelda, mais les ont adaptées à l'esthétique du jeu et au genre du jeu, et donc on redécouvre des musiques qu'on avait déjà adorées. Zelda, c'est une des licences qui musicalement est les plus réputées dans le monde du jeu vidéo. Il y a quelques licences de jeux comme ça, Zelda, Final Fantasy, et du coup c'est un régal de redécouvrir ces musiques. Le jeu fait la parfaite durée selon moi. Du coup, nous à deux, on l'a fini en un peu plus de 6 heures. Clairement, si ça avait duré plus de 10 heures, on n'aurait pas continué. Ouais. Et plus court, on aurait trouvé ça un peu léger. Ça marche hyper bien, c'est hyper riche. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le jeu, on peut un peu le faire dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on appelle un jeu couloir, où en gros, on va suivre un fil narratif. On va pouvoir décider d'aller dans une direction, repartir dans l'autre, revenir où on est allé. Et on va même redécouvrir certains environnements qu'on a déjà explorés, mais avec les nouvelles aptitudes qu'on a pu acquérir plus tard, et du coup débloquer des choses qu'on n'a pas pu débloquer par le passé, etc. C'est vraiment génial. Est-ce que tu y as joué, Samuel ? Non, parce que moi, le rythme, ça fait 2. Donc, je l'ai vu jouer, parce que c'est le genre de jeu que mon copain aime beaucoup. Donc, moi, j'ai bien apprécié les musiques. Du coup, parfois, je comprenais rien ce qui se passait, mais c'était pas grave. J'appréciais quand même ce qui se passait. Et je sais que lui a eu une très bonne expérience de jeu là-dessus. Ouais. Il avait joué à Crypt of the Necrodancer juste avant aussi. Donc, c'était vraiment le truc de... Voilà. Mais jeu de rythme, généralement, ouais, je me tente pas trop là-dessus. Ouais. Et le deuxième jeu, là aussi, normalement, une figure qui devrait vous parler, c'est Rayman. Et notamment, je crois que c'est le dernier Rayman en date, même s'il commence à dater, il doit avoir 6 ou 7 ans. Mais notamment, la dernière version qui est sortie de Rayman Legends sur Nintendo Switch, ce qu'on appelle la Definitive Edition, dans le sens où il y a tout le contenu possible dans le jeu. Et pour moi, ce Rayman, c'est un des rares jeux de plateforme. Donc les jeux de plateforme, c'est des jeux où on avance de niveau en niveau, en sautant, esquivant, etc., qui arrivent à rivaliser avec un Mario. Et là, vraiment, jeu français développé à Montpellier en plus, réalisation assez extraordinaire, musique produite aussi à Montpellier, musique au ukulélé, etc. Et quelques-uns des niveaux sont des niveaux musicaux où il va falloir sauter aussi en rythme avec la musique. Et vraiment, c'est un jeu qui est d'une générosité comme on en voit rarement. Là, il faut s'accrocher pour finir le jeu à 100%. Alors moi, j'ai tout fini, enfin. T'as l'habitude. Et ce qui est un régal, c'est que on a du coup tout le jeu Rayman Legends avec tous les contenus additionnels qui sont déjà dedans, etc. Mais aussi le jeu précédent qui est inclus dans la cartouche Rayman Origins, qui posait un petit peu les bases de ce jeu, et d'autres expériences à vivre, et notamment un mode défi qui est assez chouette. Et pour quelqu'un qui aurait adoré le jeu, eh bien, on peut retourner tous les jours sur le jeu. Et il y a des défis quotidiens où on peut comparer nos scores de vitesse, en nombre de points en quelque sorte, avec d'autres joueurs un peu partout sur la planète. D'accord. Voilà, c'est un petit peu mes jeux du moment. Vous avez compris qu'avec Hélène, on joue pas. Non, mais c'est pas... Est-ce que c'est grave? Je vois le jeu de Samuel. Enfin, c'est vrai que quand on connaît pas le jeu, on peut être bluffé par l'univers du jeu. Là, le thème, c'est clair. Ça fait presque thérapeutique quand tu l'expliquais. J'imaginais vraiment un psy de couple qui aurait pu peut-être faire jouer des gens qui veulent se séparer. Mais... Franchement, comme je disais, je pense que c'est vrai. Enfin, quelqu'un qui joue pas peut s'y retrouver aussi, je pense. Autant, tu vois, un Rayman Legends, ça peut être quand même exigeant. Un peu technique, ouais. Même Crypt of the Necrodancer, dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même des jeux assez exigeants pour le coup. Là, je pense que ça peut être adapté à des gens qui jouent pas forcément beaucoup, en fait. Et même en termes de durée de jeu, je pense que c'est un jeu qui doit faire peut-être 10 heures grand max. Donc, c'est pareil, c'est pas non plus des jeux où tu as passé 100 heures et tu vois pas le bout, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec la scène indépendante du jeu vidéo actuellement, c'est que ça permet d'aborder des thématiques pour lesquelles les grands studios injecteront pas forcément d'argent, quoi. Ouais. Les gros studios, eux, ils vont sortir... Et encore, c'est EA, tu vois, It Takes Two. Ouais, mais c'est un petit ça studio, reste quand même... mais c'est... ouais. Mais petit on est un peu éloigné des Call of Duty, Battlefield, FIFA, etc. Et aujourd'hui, il y a une diversité dans le jeu vidéo.
on va pas faire un numéro spécial, mais on a des jeux vidéo aujourd'hui sans images. On a plein de choses. Et des thématiques qui sont hyper variées. Dans les jeux qui pourraient, même si trop exigeants pour le grand public, mais dans les thématiques qui pourraient parler aussi à un public un peu éloigné, on a Céleste par exemple. Ah oui. On va suivre une jeune fille et là la thématique c'est le deuil, on en parlait tout à l'heure. Et donc le but du jeu ça va être d'escalader une montagne, donc c'est un jeu de plateforme où il va falloir comprendre les mécanismes de chaque niveau, très exigeant techniquement. Oui. Et du coup cette montagne c'est aussi une métaphore de émotionnellement de ce qu'on va devoir gravir, etc. Mais ça, clairement, dans les thématiques et la manière de l'aborder, ça pourrait plaire à des gens qui sont éloignés du jeu vidéo, quoi. Tu avais d'autres petites choses, Hélène, visiblement. Ouais, je sais pas si on a encore du temps. Ouais, carrément. Moi, j'avais d'autres BD du coup que j'avais en tête aussi. Moi, j'ai lu le dernier Black Sad. Alors, j'imagine que vous connaissez pas mal. Donc, Black Sad, c'est un chat qui est détective. Ça se passe dans les années 20 aux États-Unis. Et donc, en général, c'est un grand événement quand il sort. Donc là, on a dû attendre pareil 5-6 ans, je pense, avant que ça sorte. C'est très longtemps. C'est très long. Ouais. Oui, donc, ils sont espagnols, les deux, Guardino et Canales. Est-ce que ça valait l'attente ? Ouais, c'est chouette, toujours. Alors après, quand on est fan, on est fan. Mais, donc là, c'est un nouveau tome qui va être en 2 tomes, enfin, une nouvelle histoire en 2 tomes. Donc là, c'était la première. Et souvent, ils changent de ville. Donc là, ça se passe à New York et ça se passe dans le monde de la construction de New York, du métro souterrain. Donc, à savoir, si on ne le sait pas, c'est que c'est que des BD animalières. Donc, Black Sad, c'est un chat. Et donc, tous les autres personnages vont être des animaux. Donc là, par exemple, on va découvrir tous les ouvriers du souterrain du métro. Donc, ça va être des rats, des taupes, des rongeurs. Trop drôle. C'est assez noir. Du coup, c'est vraiment un film... voilà, enfin, je parle de film, mais... c'est très cinématographique pour le coup. À des polars. Il y a pas mal de mystères. Et donc là, on va être pareil dans ce milieu donc, des affaires, comment la ville s'est construite, les magouilles. Et moi, je n'ai pas été déçue. Trop bien. J'ai pas lu le dernier, mais c'est vrai que les précédents, c'est un haut niveau, on va dire, en BD. C'est très bien. Ouais. Très moi bonne qui suis pas très BD, j'aime beaucoup Black Sad. Il y a eu un jeu vidéo aussi, mais nous n'en parlerons pas. Ah oui, il est pas bon. Il est sorti il y a 2-3 ans. L'histoire est très bien, mais... c'est trop buggé en fait. Développé par Microïd. Voilà. Quoi. Voilà. Donc juste ça... Microïd, souvent, c'est beaucoup de très bonnes intentions. Mais techniquement, c'est souvent un peu daté. C'est eux qui ont fait la série Siberia. Ouais, mais je sais que je l'ai fini, tu vois, parce que moi, j'aime l'univers et que je voulais aller au bout. Mais je me dis, quelqu'un qui connaît pas l'univers, il s'arrête, quoi. Ouais. Tu es obligé de relancer 10 fois le jeu parce que les chargements passent pas. Enfin, j'aurais aimé ce jeu, mais malheureusement, c'était pas le cas. Lisez les BD. Ouais. Voilà, c'est une valeur sûre. Franchement. Et peut-être une dernière BD, alors vas-y. Rien à voir, un autre univers. Moi, j'ai lu aussi le dernier Guy Delisle, donc qui est un peu connu aussi. Donc lui, c'est un Québécois et donc qui fait ses livres qui s'appellent Chroniques. Notamment, il y a eu Chroniques de Jérusalem qui a eu un grand succès à Angoulême. Donc lui, il est dessinateur et sa femme, elle est médecin pour Médecins sans frontières. Donc à chaque fois, il l'a suivi dans d'autres pays. Et en fait, c'est un peu son journal quotidien, ses chroniques. Donc, il a été en Corée du Nord aussi. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que lui, il est très curieux, un peu naïf, un peu désabusé. Donc, il se promène, il va partout, il pose des questions. Chronique de Jérusalem est vraiment très chouette pour découvrir la ville et aussi comprendre un peu la politique. Et là, son dernier, c'est quelque chose de encore plus personnel, mais pas du tout politique. Là, ça s'appelle Chronique de jeunesse. Et donc, il revient sur ses alliés d'étudiants. Et donc là, comme job d'été, il travaillait dans une usine à papier, donc à Montréal. Et là où travaillait son père. Et c'est un peu sa découverte du monde du travail aussi. Son père, il n'était pas très proche, donc c'est aussi de le voir dans son univers. Et c'est des petites chroniques, c'est un dessin assez simple, un peu dessin de presse en noir et blanc. Et c'est assez tendre, donc moi j'aime bien aussi Guy Delisle. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais testé encore. C'est pas mal fait, ouais. Et notamment, moi j'avais lu celle sur la Corée du Nord. Et c'est vrai qu'il a, alors peut-être qu'il le surjoue, c'est pour la BD, le petit côté naïf, un peu, j'y vais. Et comme il est en Corée du Nord, que c'est un étranger, il est suivi perpétuellement par quelqu'un du parti, quoi. Mais oui, du coup, ça donne un côté un peu... je découvre un pays et c'est vrai que c'est avec toutes les contraintes que ça peut avoir et tout ça, c'est assez bien fait, ouais. Et le dessin est assez simple, en fait, mais du coup, c'est pas vraiment le propos du dessin, mais c'est plutôt le propos du contenu. Du coup, comme sa femme est médecin sans frontières, souvent elle va dans des pays où c'est assez compliqué. Il y en a un qui s'appelle Chronique Birman aussi, donc c'est pareil à chaque fois.
Et il a aussi fait d'autres petites BD plus courtes sur comment être père. Donc là, c'est assez drôle puisque du coup, il passe pour un père complètement à la ramasse avec ses enfants. Mais c'est assez chouette dans la construction. Et Chronique de Jérusalem, moi, je sais que je l'aime beaucoup et je l'ai conseillé à d'autres personnes puisque à la fois, il y a la découverte vraiment purement touristique de Jérusalem, mais aussi, lui, il explique avec ses mots à lui ce qu'il comprend et il veut aller dans telle mosquée. Elle me dit « Ah mais non, mais pas ce jour-là, tu peux pas. » Ah bon, pourquoi ? Et donc là, surtout à Jérusalem, tout prend des proportions énormes. Et il y a aussi il explique ce côté être un occidental dans des pays asiatiques, le côté aussi expatrié, parce que grâce avec sa femme, il fréquente beaucoup le monde des expatriés, les gens étrangers. Fermé, c'est fermé des expats. Et du coup, lui, il a plutôt envie d'en sortir. D'aller voir ailleurs. Voilà, c'est vraiment le côté bonhomme qu'on a posé là comme ça. Sa femme, elle est là pour plusieurs mois. Bon, lui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc, souvent, c'est aussi lui qui s'occupe des enfants. Donc, il va chercher, il va chercher un parc pour enfants. Donc, il va aller se promener et puis faire des découvertes. Bon, je pense que je vais faire un tour là-bas, au 2e étage. La chercher, ça donne bien envie, en tout cas. Parce que c'est vrai que le dessin, si tu vois juste la couverture, c'est assez sobre et c'est pas forcément le dessin vers lequel j'irais, mais le contenu a l'air très intéressant pour le coup. T'avais encore des petites choses, Samuel ? J'ai noté plein de choses au cas où. Peut-être je n'aurais rien à dire, mais en fait, il y a plein de choses à dire. J'ai lu dernièrement Entre les lignes. C'est une BD aussi de Dominique Mermoux. Apparemment, c'est une adaptation de roman de Baptiste Beaulieu. Oui, et je cherchais, le titre me disait quelque chose. Ouais. Et c'est comment dire ? C'est un jeune homme d'une 30aine d'années qui a perdu son grand-père il y a 6 mois. Et le père du jeune homme va retrouver des carnets après son décès et il se rend compte que le grand-père écrivait tous les ans à la même date à une jeune fille, ou à une femme en tout cas. Et le père, ça le tracasse, il se dit mince, il m'en a jamais parlé, etc. Et ça le rend même malade. Donc il finit à l'hôpital. Et le jeune homme décide d'enquêter à la place de son père, d'essayer de retrouver les personnes qui se retrouvent dans les carnets, essayer de trouver les descendants pour retrouver la femme en question, quoi. Évidemment, arrivé, 60 ans après, il retrouve personne et il va un peu mentir. Il va rencontrer des gens, il va récolter leur histoire et il va les coller en fait avec les histoires du carnet. Donc le père, il se réjouit parce qu'il dit « Ah, trop bien, t'as retrouvé des gens, etc. Dès que je serai en meilleure santé, je t'accompagnerai, etc. » Et du coup, le père et le fils se retrouvent aussi. Leur relation était compliquée. Donc il y a tout ce truc-là de filiation, même redécouverte un peu de l'histoire parce que le grand-père, il a vécu les 2 guerres en fait, mondiales. Donc il y a aussi cet aspect-là, ce regard historique et comment lui s'est inscrit là-dedans. Et un petit peu les mensonges, on va dire, du petit-fils, mais qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de retourner sur les lieux aussi, parce qu'il y retourne vraiment pour le coup, essayer de retrouver la trace des gens. Et c'est une BD très bavarde pour le coup. Au début, j'étais waouh, je sais pas si j'y vais. Et en fait, non, les dessins sont magnifiques et l'histoire est aussi très très belle. Des histoires d'amour aussi, de guerre malheureusement et de déchirure aussi. Et c'est très bien fait. Et je sais pas, je tenterai peut-être de lire le roman, voir aussi comment il a été construit, parce que c'est vraiment une très très belle histoire. Que je conseille. Alors, je l'ai emprunté et j'aurais aimé, donc j'ai commencé et j'ai un peu décroché. Alors, c'est un peu dense aussi parce qu'il y a beaucoup très dense, puis beaucoup de retours en arrière dans le temps. Ouais. Du coup, effectivement, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait des belles histoires d'amour, mais j'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai un peu décroché. Peut-être que j'avais pas la tête à lire ça. C'est vrai que moi, j'ai mis longtemps à me mettre dedans parce que j'ai juste feuilleté et j'étais waouh, parce que les lettres du grand-père, forcément, sont retranscrites. Il y a du dessin autour pour illustrer, mais on sort de la bulle et de l'aspect discussion, on va dire, échange de la bande dessinée. Donc c'est très bavard, c'est gourmand, on va dire. Donc c'est vrai qu'il faut avoir, on va dire, l'esprit pour se lancer là-dedans, mais tentez le coup et vous verrez. Tu vois, vu que tu parlais de guerre mondiale, il y a peu de temps, j'ai lu une pièce de théâtre que j'ai adorée de Camus, qui s'appelle L'État de siège. Donc Camus, beaucoup le connaissent pour la peste, l'étranger, etc. Pas tellement en fait pour le théâtre. Et sachant que l'idée de l'état de siège, c'est de personnifier le personnage de la peste,
Mais ça a à l'époque déçu pas mal de gens, parce que beaucoup s'attendaient à une suite, en quelque sorte, du livre La Peste, et c'était pas du tout le cas. L'idée de l'état de siège, c'est Camus, dans une pièce de théâtre, dans laquelle justement il personnifie la peste, va nous expliquer un petit peu à la manière d'Orwell dans La ferme des animaux, Oui. Comment s'installe un État autoritaire, totalitaire, etc. Et là, c'est la peste en fait qui, par la peur, prend le pouvoir, et on va suivre un petit peu tous ces mécanismes. Et notamment, moi, ce que j'ai adoré dans le livre, c'est certains échanges dans les tribunaux où voilà, le juge va appliquer à la lettre les décisions de la peste, etc., sans cette fameuse indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs. Et c'est effroyablement intéressant à lire. Je vous invite à lire ça, surtout qu'on entend actuellement tout le temps dans les médias parler d'État autoritaire, etc. En lisant ça, ça permet aussi de se refocaliser et d'un petit peu mieux comprendre les choses. Vraiment à lire absolument. Et ça fait partie des œuvres un peu méconnues de Camus qui pourtant valent très clairement le détour. Il y a un truc que je trouve génial, c'est que La Peste, en gros, a décidé de classifier les citoyens avec différents niveaux de, je ne sais pas si on peut dire ça, pestifération en quelque sorte. Différentes échelles de voilà. Et en gros, tu as ceux qui sont propres en quelque sorte, tu as ceux qui sont malades, et tu as les pestiférés qui eux sont écartés. Enfin voilà, c'est admirablement bien pensé, assez génial. Et dans un registre qui n'a absolument rien à voir, on est là le 2 décembre. Et le 1er décembre, généralement, il y a les plateformes d'écoute musicale qui nous envoient un petit peu notre bilan de l'année passée. Ah oui, j'ai vu passer ça. Oui. Sur les Je l'ai gens, regardé il n'y a pas longtemps. C'est ça. Et du coup, ça m'a donné envie de parler de l'album que j'ai le plus écouté cette année, qui est un album espagnol d'un artiste qui s'appelle C, donc juste la lettre C, Tangana, Tangana. De toute manière, ce sera dans la description. Et l'album s'appelle El Madrileño. Et c'est vraiment là aussi assez foisonnant et assez génial. Cet artiste, en fait, à la base, c'est un rappeur espagnol, mais qui joue pas mal avec les genres, etc. Et là, qui a eu l'excellente idée d'inviter plein d'autres artistes sur son album, tous issus de culture hispanique, et même un peu plus large, portugaise. Du coup, dedans, on va autant retrouver les Gypsy Kings que des artistes de flamenco, de brésiliens, etc. Et à part quelques titres où il est en solo, et ils sont vraiment très rares, je crois qu'il y en a 2 sur l'album, tout n'est que mélange des genres. Et c'est absolument, mais vraiment génial. Alors là, clairement, pas du tout besoin d'être fan de rap, parce que je pense vraiment que ça peut parler à tout le monde. Et j'ai vu ce matin que c'est carrément l'artiste espagnol qui a été le plus écouté en 2021 en Espagne. On n'en a pas parlé chez nous, il y a juste eu un article de France Inter, et pourtant on parle de chiffres qui feraient tomber n'importe qui au sol. En plus, en ce moment, il y a une espèce de retour de la langue espagnole dans la musique. On l'a vu notamment aux États-Unis, où les musiques à consonance un peu latine, etc., sont un peu de retour. Il y a par exemple le dernier album de Selena Gomez où elle a tout chanté en espagnol, etc. DJ Snake qui collabore pas mal avec des artistes latinos. Mais là, vraiment, absolument génial. Pour moi, l'album a tourné quasi toute l'année. Je ne m'en lasse pas. Et là, clairement, je le réécoute facilement toutes les semaines. Tu donnes envie. Ouais. Je vais aller voir. Si vous aimez le mélange des genres et que la langue espagnole vous plaît, moi, c'est une langue que j'adore. C'est bien avec les albums comme ça de featuring, de rencontres et tout ça, c'est que t'aimes un artiste et en fait t'en découvres d'autres et du coup ça te permet de rebondir parce qu'en général en plus ils ont des affinités entre eux, donc il peut y avoir des corrélations qui te plaisent et tout ça, donc ça permet de découvrir aussi pas mal de choses, quoi. Parfois plus à l'aise aussi parce que tu connais un artiste, donc tu dis bon,
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je connais un peu. Un peu, si ça lui plaît, ça devrait me plaire aussi. Ouais, quoi. allez, En fait, là, ce qui est génial, c'est que l'album est à la fois hyper diversifié, mais d'une cohérence assez exceptionnelle. Parce que ces Tangana, c'est un peu la colonne vertébrale de l'album et viennent se greffer en fait plein d'éléments. Et donc ça part dans tous les sens. Il y a des trucs qui sont hyper dansants, d'autres qui sont mélancoliques. Ça parle beaucoup d'amour, etc. Vraiment, moi je suis très très fan. Et du coup, on peut à la fois tomber sous le charme de tout l'album comme moi, mais même quelqu'un qui ne serait pas fan d'une musique, je suis persuadé, trouverait son compte au moins dans un chanson, autre titre. Et il y a une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Tiny Desk. En gros, ils font venir des artistes pour faire des versions acoustiques. Et là, ils ont tourné un Tiny Desk qui dure entre 15 et 25 minutes, j'ai plus en tête, où une partie des artistes sont assis autour d'une table foisonnante, pleine de nourriture. L'ambiance est trop chouette, ça fait très méditerranéen, salon d'été, etc. Et ils chantent tous comme ça autour de la table. Donc il y en a qui tapent dans les mains, il y a des chœurs derrière, etc. Franchement, c'est top. C'est top. En parlant d'émissions de musique aussi, je regarde pas mal Fanzine avec Wax et Seacole. J'en rate pas un seul. Et en fait, ils invitent des artistes, donc il y a autant chansons françaises, rap, etc. Et en fait, c'est une forme d'interview où ils vont un peu retracer d'où ça leur est venu, l'envie de la musique, et en même temps, ils réinterprètent des titres. Donc par exemple, quelle musique t'a donné envie d'en faire ton métier ? Et ils refont un arrangement et la personne chante aussi directement, quoi. Et donc on retrace un peu son parcours de musicien, d'artiste, avec certaines chansons qui ont été marquantes pour lui, etc., quoi. Et je trouve que contrairement à certaines interviews où ça a toujours les mêmes questions, là ça aborde d'un autre angle vraiment que de la musique. Vraiment, ils abordent c'est que des ça. musiciens aussi qui interviewent. C'est ça. Et je trouve que voilà, c'est une autre manière de voir les artistes. Moi, certains rappeurs que j'écoute pas, que j'ai découvert en final dedans. Un qui s'appelle Joker, que moi j'écoutais pas trop. Il arrive, il fait un peu caïd en fait. Mais en fait, il fait tout mignon et il va reprendre du Vanessa Paradis, Joe le Taxi, parce que c'est une musique qui l'a profondément marqué, quoi. Et tu fais, en fait, ça te donne aussi une image. Tu peux avoir une image fausse des artistes et du coup là, tu redécouvres un peu une autre facette et tu les écoutes après derrière, voir qu'est-ce qu'ils font, quel est leur travail derrière, quoi. Et je sais que moi, pareil, dès qu'ils sortent, c'est clair. Je suis direct dessus, parce que autant Wax et Seacole, en plus, ils ont une approche, comme tu dis, c'est des musiciens, et ils ont une approche que j'aime beaucoup, en fait, quand ils interviewent les artistes. Et ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte que en fait, les musiciens sont musicalement souvent beaucoup plus ouverts que leur public. C'est-à-dire que souvent, le public de tel artiste, il aime ce genre en particulier et tout ce qui sort, souvent, c'est... Mais souvent, ce qu'on reproche aussi à des artistes, par exemple, c'est de ne pas faire ce qu'ils font, quoi. Quand tu as un artiste qui sort un nouvel album, ah ouais, mais il n'a pas fait du ça. Mais il n'a pas fait la même chose que le précédent. Mais oui, c'est ça. Et de mémoire, il y a un épisode où tu as, si je me souviens, un Kyo qui joue du booba, quoi. Et tu dis, ah ben voilà, c'est génial. Et je suis pas sûr que le public de Kyo écoute beaucoup de booba. Non, c'est clair, Et pourtant, les gars te disent, en fait, c'est une influence de fou. On s'est buté à ça pendant des années et tout. Et moi, c'est ça que j'adore avec cette émission. Et vraiment, on apprend à découvrir les artistes. Là, il n'y a pas longtemps. Et en plus, des fois, il va nous chercher des artistes qu'on n'imagine pas du tout voir. Là, dernièrement, il y a eu Nolwenn Leroy. Et là aussi, les influences de Nolwenn Leroy, c'est pas du tout ce qu'on imagine par moment. Enfin, c'est je suis d'accord. Moi aussi, je vois passer ça. Et du coup, c'est pareil. Moi, des fois, je suis un peu comme toi. Je connais pas forcément tous les artistes qui font venir. Mais quand je vois les reprises, je dis Francis Cabrel. Et effectivement, et du coup, tu te rends compte... qu'effectivement, ils ont tous eu des parents qui leur ont fait écouter de la musique et que c'est pas parce que le gars, maintenant, il fait tel genre de musique que plus jeune... Il fait du rap, mais il a écouté Jordi, tu vois. Enfin, ça m'a fait trop rire. J'étais, Jordi, ouais. Et les réinterprétations. Il était élevé... Mais il a grandi dans les années 90. On a tous la même culture à un moment donné. Ce qui est chouette, effectivement, c'est que de leur part, on sent qu'il y a vraiment une découverte. Il n'y a pas de jugement. Donc, effectivement, ils invitent des tas de chanteurs différents et ils les respectent en tant que chanteurs. Et on voit que Wax et Seacole, ils invitent des artistes qu'ils aiment, en fait. Oui. Et du coup, il y a une espèce de bienveillance, etc. C'est hyper chouette. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le côté générationnel. C'est-à-dire que des fois, les invités, c'est des jeunes artistes qui vont interpréter peut-être des musiques qui les ont marqués, donc des musiques qui sont plus anciennes. Et inversement, des artistes qui ont de la bouteille et qui, eux, en fait, écoutent encore ce qui sort aujourd'hui. Moi, ce qui m'a fait adorer cette émission, c'est quand Oxmo Puccino a fait du Cobaladé.
On se dit, mais c'est vraiment quasi les opposés dans le rap. C'est-à-dire que Oxmo Puccino, c'est un peu comme MC Solar, quoi. C'est le rappeur préféré de ton oncle qui n'aime pas le rap. C'est ça. Parce que, le nom que je connais, d'accord, ok. Parce que... oui, posé, littéraire et tout. Exactement, c'est souvent ce qu'on appelle les lyricistes, etc. En gros, c'est des poètes. Et Kobalade, c'est la jeune génération, c'est déluré, etc. Et en fait, tu te rends compte que Oxmo Puccino, il adore Kobalade. Et il te réinterprète un des meilleurs titres de Kobalade. Et ça marche trop bien, quoi. Enfin, vraiment, cette émission, c'est un régal. Et un truc tout bête, c'est qu'en fait, c'est pas de la promo pure. Et effectivement, parfois, ils ont une actualité, mais je suis d'accord avec toi, quand les artistes font leur promo, tu peux regarder 4 interviews différentes. Ce sera la même chose, ce sera les mêmes questions. Voilà, Brut, Combini, machin, c'est les mêmes choses. C'est clair. Et là, c'est... Non, parce qu'il n'y a jamais le truc, en fait, tiens, t'as un album, en fait, il t'a jamais ce truc-là, c'est vraiment l'artiste qui vient, qui s'amuse aussi. Avec souvent, il joue un titre de son nouveau projet, quoi. Parfois, mais tu vois, c'est pas récurrent forcément derrière. Et on sent qu'en fait, je pense que le gage de l'émission, c'est qu'il faut qu'ils se livrent un peu. Enfin, les c'est celles qui marchent le mieux, c'est qu'ils sont, s'ils sont là pour ça, c'est pour sortir des choses de leur enfance. Mais on ressent côté artiste que tu vois, il y a un vrai plaisir à venir à faire quelque chose de différent. Comme tu disais, aussi. Coralie, enfin exprimer. Et je pense que c'est pour le coup l'endroit idéal pour dire, en fait, si moi Céline Dion, ok, j'ai écouté ça toute mon enfance et je chante encore. Je vais pas être jugée non plus sur ce truc-là. Puis on va juste rechanter Céline Dion derrière et c'est trop cool. Que tu m'aimes encore. Et le plus, c'est que... Il y a une émission où ils chantent du Céline Dion. Donc. Et le plus, c'est qu'il y a le réarrangement qui fait aussi qu'il y a quand même une création un peu... C'est pas... clair. C'est là que tu te rends compte qu'ils sont forts. Quoi. Ils sont très forts parce que tu as certaines chansons, je parlais de Joe le Taxi tout à l'heure, mais qui ressemblent pas du tout à la version originale. Et c'est trop cool. C'est dommage par contre qu'on puisse pas les écouter après sur des plateformes ou ce genre de trucs. Mais justement, moi j'aime bien les réécouter justement juste pour les sons qui sont refaits. Quoi. C'est trop bien. Je parlais de cet artiste il n'y a pas longtemps et j'étais trop content qu'il fasse un épisode de Fanzine. C'est Zedioun Pavarotti. Donc si vous avez envie de découvrir Fanzine, moi personnellement je vous invite à découvrir l'épisode avec Zedioun Pavarotti qui est un de mes artistes préférés du moment. On en a déjà parlé. Moi je vois la tête du gars, je vois ses tatouages aussi. Mais... Ouais. Alors déjà il a une dégaine de fou et c'est ce que j'expliquais aux collègues la dernière fois quand je parlais de son dernier album, c'est que pour moi c'est le plus rocker de tous les rappeurs. Quoi. C'est un mec écorché vif et en fait, il est qualifié rappeur parce qu'il vient de cette scène-là, mais aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est assez éloigné de ce que beaucoup appelleraient le rap. Même si il y a clairement une base qui est là, mais en fait, ça tend vers plein de choses. Et trop beau, quoi. Trop beau, il a une voix qui est vraiment magnifique et c'est surtout sa plume. En fait, moi, je trouve ça très visuel. C'est-à-dire que plutôt que de te dire... j'étais triste, machin, il va te parler d'un désert et d'un cactus. Enfin, trop fort. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, on a parlé de tous les médias. C'est clair, ça fait plaisir. Bon, en espérant que ce 5e numéro du club ait plu aux personnes qui nous écoutent. Fin de la première saison, c'est ça ? On va voir. Je ne sais pas si on va faire un fonctionnement par saison. C'est encore en cours de construction, on va dire. Notez en commentaire pour nous dire. Voilà, exactement. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais pour nous aider aussi pour le référencement, etc., il ne faut pas hésiter, ceux qui nous écoutent par exemple sur Apple Music, à mettre un petit commentaire, une petite étoile ou quelque chose. Ça, c'est du bonus. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Club. Salut. Salut.